Bonjour à toutes et à tous et bonjour Brigitte Gauthier. Donc, Bonjour. tu es cofondatrice de L114, militante animaliste, et tu as fait plein d'autres choses que tu nous présenteras, j'imagine, durant cet entretien. Déjà, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Je suis très heureux d'échanger avec toi car L114 est une association que j'admire beaucoup, que je soutiens et dont je suis de très près le travail. Et j'admire aussi ta patience lorsque tu es invité sur des plateaux télé ou à la radio. Ce qui fait que du coup, je suis très heureux de m'entretenir avec toi, avec des questions qui, j'espère, le seront un peu moins casse-pieds que ceux auxquels tu es habitué. Merci beaucoup pour l'invitation déjà et bravo pour cette émission. Merci beaucoup. Peut-être que tout simplement, je peux te demander de te présenter toi, d'une part, qui tu es, quel est ton parcours, forcément un peu militant comme c'est le cœur de ton métier, si je puis dire aujourd'hui, mais n'hésite pas à rajouter n'importe quelle information que tu jugerais intéressante à partager. Je m'appelle Brigitte. C'est difficile de se définir en tant que militante ou militant, je trouve, parce qu'on n'est pas né militant ou militante. C'est nos parcours de vie qui, à un moment, nous amènent forcément à se lever contre une injustice qu'on peut avoir devant soi. Je pense que ça a été mon cas assez tôt parce que mes parents eux-mêmes, euh, dans la vision que j'en avais, que j'en ai encore aujourd'hui, je les vois d'une certaine façon comme militants. Ma mère était infirmière et donc je la vois au service des autres, dans le soin des autres. Je les ai vus aussi beaucoup investis dans le tissu associatif du petit village qu'on habitait, dans la transmission des savoirs, dans l'aide aux personnes les plus défavorisées et tout ça. Et du coup, mon parcours militant a commencé avant d'avoir rencontré la question animale, d'une certaine façon. Et la question animale, je dirais qu'elle m'a percutée euh, quand j'avais 20 ans par l'intermédiaire de Sébastien, qui est aussi fondateur de l'association L214 et qui est mon compagnon maintenant depuis des temps très anciens. Alors moi, je suis un pur produit, je suis née en ville, j'ai habité dans une maison, un peu dans un village campagnard, mais voilà, mes parents, ma mère est infirmière, mon père est ingénieur, donc pas du tout sur des métiers là-dessus. Mes grands-parents, d'un côté, il y en a, c'était cheminot, de l'autre côté, ils travaillaient dans la mécanique. Donc vraiment, la campagne, pour moi, c'est des endroits de promenade qui peuvent être très agréables quand il n'y a pas de chasseurs. Mais voilà, c'est pas du tout, je suis une fille de la ville. Et par contre, Sébastien, lui, il est de la campagne, du fin fond de la Haute-Loire, et il avait des grands-parents d'un côté qui étaient éleveurs laitiers et de l'autre côté des grands-parents qui avaient été bouchers et le grand-père était encore maquignon, c'est-à-dire marchand. On dit marchand de bestiaux. Mais donc, du coup, il achetait des veaux d'un côté pour les revendre de l'autre. Et donc, j'ai découvert un petit peu plus profondément la vie à la ferme quand j'ai rencontré Sébastien. Et en fait, c'est 2 ans après notre rencontre que, à un moment, Sébastien est en train de lire une bande dessinée percute sur la question animale, sur le fait qu'on peut très bien se nourrir sans faire tuer d'autres animaux. Et ça a été le début de notre engagement sur la question animale, avec un engagement de loin, parce que, alors, c'était en 1993, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tous les moyens de communication qu'on a aujourd'hui, et du coup, on s'est retrouvés en Auvergne, complètement isolés, et c'est en 98, quand on est arrivé sur Lyon, où Sébastien cherchait un poste d'objecteur de conscience, où il tombe sur la maison de l'écologie et en même temps sur la brochure nous ne mangeons pas de viande pour ne pas faire tuer d'animaux et sur les cahiers antispécistes. Et là, on va découvrir qu'il y a un mouvement politique, alors pas au sens parti politique, mais au sens organisation de notre vie en société qui existe et des auteurs, des penseurs, des philosophes, y compris en France, notamment on découvre Florence Burga, enfin voilà, qui s'intéressent à la question animale, qui l'ont pensé, voilà, et ils mettent en mots, en raisonnement très très carré quelque chose qu'on a ressenti très fort. Et c'est là qu'on s'engage vraiment dans le côté militant pour la cause animale.
c'est à ce moment-là que notre engagement prend réellement forme pour cette cause-là. Voilà. Parce que du coup, donc, avant cette BD qui déjà est traitée enfin, de manière vraiment évidente de la question animale, enfin, en gros, est-ce que la réflexion que Sébastien a eue en la lisant, c'était vraiment voulu par la BD ou est-ce que c'est lui qui se fait cette réflexion en la lisant? Alors, ce n'est pas une BD militante, hein, ça retraçait la vie de Siddhartha, premier Bouddha, ça s'appelle Le Lama blanc de Jodorowsky. Ok. Et donc, la question animale, elle n'est pas vraiment forcément présente dedans. Ça arrive par l'intermédiaire d'une case de cette bande dessinée. À un moment, justement, Siddhartha est mis à l'épreuve, à l'extérieur, dans le froid glacé de l'hiver, comme ça peut être au Tibet. Hein, donc, ça caille. En tout cas, c'est ce que veut faire passer la bande dessinée. Et deux moines passent devant lui avec quelque chose sur les épaules, couvert par une couverture. Un coup de vent, ça se soulève et dessous, on voit justement le cadavre d'un cochon qui est embroché sur le bout de bois ou pendu par les pattes. Et à ce moment-là, ce brave Siddhartha de dire finalement, moi, ce qui m'arrive, ça va, c'est pas si pire. Je ne suis au moins pas sacrifié au bon plaisir des autres. Et là, effectivement, alors avec Sébastien, on était déjà contre la chasse, contre la corrida, contre des cruautés qui sont faites aux animaux, mais qui sont quelque part ostentatoires. La question de la viande ne nous a pas percuté à ce moment-là, alors que le grand-père est éleveur laitier, que l'autre vend à l'abattoir. Enfin, c'est quand on y pense avec du recul, on se dit mais comment on n'a pas vu plus tôt? Mais voilà. Et donc Sébastien, à ce moment-là, s'écrie c'est un cochon. En fait, il était en train de manger un morceau de lard du cochon que son grand-père avait élevé et tué, puisque son grand-père est aussi le seigneur haï du village. On a une discussion dont on ne se rappelle pas ni l'un ni l'autre, mais en fait, on a pris la décision à ce moment-là d'arrêter de consommer la chair des animaux, donc ni viande ni poisson. Le lait nous percute absolument pas à ce moment-là, alors que le grand-père est éleveur laitier. On a la séparation des veaux avec leur mère sous le nez, vraiment. On le voit nourrir, Sébastien les a nourris au biberon à des moments. Donc, on le sait. Et pourtant, on ne percute pas à ce moment-là, on va percuter par des textes qui nous le disent, qui nous le racontent. Moi, ça me paraît complètement fou avec le recul de ne pas avoir percuté à ce moment-là. Et c'est peut-être ce qui me donne la patience dans les débats aussi, de me dire, si je m'étais rencontrée à ce moment-là, est-ce que... Enfin, Tu as eu les voilà. mêmes arguments qu'on a aujourd'hui avec quelqu'un qui est pas sensibilisé à la question, de dire ah mais c'est normal, c'est naturel. Exactement. Ouais. Exactement. Je pense, j'aurais sorti exactement les mêmes arguments et pas forcément de mauvaise foi, mais juste, c'est tellement Un impensé. un impensé, oui, c'est ça, c'est exactement ça. Et voilà. Et puis toutes mes défenses de dissonance cognitive se seraient mises en route et je me serais trouvé plein d'excuses comme je l'ai fait jusque mes 20 ans ou jusque mes 25-30 ans pour le lait, quoi. Ouais. Après, du coup, c'était quand même un cheminement, enfin, une réflexion assez autonome, j'ai envie de dire. Enfin, ouais, c'est juste une case de BD, alors qu'aujourd'hui, on a accès à beaucoup de textes très forts, très importants qui mettent des bons arguments. Moi, personnellement, je sais pas si j'aurais réussi, si je serais devenu végétarien sans avoir des textes que j'ai trouvés très convaincants. Et c'est vrai que je me rends difficilement compte à quel point, il y a 20 ans, à quel point, en fait, c'était difficile d'accéder à des arguments animalistes, sans même parler de littérature, mais juste voilà, des arguments Mm. dans un texte ou des discussions avec des gens. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est un peu partout. Enfin, à la télé, il y a souvent des débats, même parfois en classe, c'est abordé vite fait la question animale. Euh, il y a 20 ans, c'était comment du coup? C'était vraiment personne n'en parlait et c'était Ouais, ouais, enfin, moi je dirais même il y a 30 ans maintenant. Il y a 30 ans, mais en fait, il y a 30 ans, c'était extrêmement différent d'aujourd'hui. Enfin, imaginez-vous, il y avait même pas, il y avait des téléphones transportables, pas de téléphone portable. Nuance très importante, hein, parce qu'il fallait se balader une batterie, une valise, quoi, quasiment. Quand on est arrivé à Lyon en 98, juste pour la petite histoire, une manifestation qui était en train de s'organiser quand on arrive et qu'on va participer à l'organisation de cette manifestation, on envoie des courriers pour prévenir qu'il va y avoir une manifestation. Enfin, qui envoie des courriers aujourd'hui avec... voilà. Et oui, là, c'était complètement différent. En tout cas, nous, en Auvergne, de l'époque, on était... Encore, on a eu de la chance, on était deux
Mais on était grosso modo les deux seuls qu'on connaissait qui avaient pris la décision d'arrêter de manger les animaux euh, pour les animaux. On connaissait quand même une famille, euh, alors je dirais ça, flexitarienne, on dirait aujourd'hui. Voilà, qui mangeait vraiment très 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 peu de produits d'origine animale, qui avait déjà une alimentation plutôt végé et tout ça, quoi. Mais sinon, non, non, on était complètement isolés. Je pense qu'il y avait déjà des reportages à la télévision, notamment Alain Bougrain-Dubourg, qui essayait d'attirer l'attention sur la question animale quand même. Je pense que la Fondation Bardot proposait déjà des choses et des reportages, y compris sur les abattoirs, parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont été très sensibilisées par un reportage documentaire qui était porté par la Fondation Bardot déjà à l'époque, mais auquel nous, on n'avait pas eu accès. Et pas sûr qu'on ait percuté si on l'avait vu, quoi. Donc, voilà. Bon, après, il y avait déjà eu Bambi et tout ça, hein. Enfin, je ne sais pas, hein, quelques Disney, parce que souvent nos détracteurs disent oh là là, c'est la génération Disney. Bon, a priori, c'est pas ça qui nous a convaincus à ce moment-là. Du coup, donc, je pense que beaucoup de gens te connaissent via le 114. Même si avant ça, il me semble que, pareil, Sébastien et toi, vous aviez cofondé l'association Stop Gavage. Avec d'autres, ouais. Avec d'autres, oui. Excuse-moi pour d'invisibiliser les autres cofondateurs et cofondatrices. Donc, qui était vraiment dédié à la question du foie gras. Peut-être que je me présente un peu comment est né le 114. Est-ce que c'est né du coup un peu de Stop Gavage? Est-ce que c'est différent? Peut-être aussi comment évoluer le 114 depuis le début, parce que aujourd'hui, c'est quand même une grosse association, je pense, qui est très connue, du moins en France. Ouais, du coup, comment est une association? Où elle en est aujourd'hui? Et si, au passage, tu peux nous raconter un peu, pour toi, quels seraient des moments un peu marquants, des grandes victoires de le 114, ce serait très intéressant, je pense, à écouter. Moi, je dirais plutôt comment est né Stop Gavage, et parce que finalement, L214, c'est la continuité de Stop Gavage. Mais j'en reparlerai. Et Stop Gavage est né de la rencontre de plusieurs personnes à se torturer les neurones, de savoir comment on pouvait faire émerger la question animale dans l'espace public. Voilà, faut se rappeler qu'il y a justement 10-15 ans en arrière, quand on évoquait la question des animaux, on parlait essentiellement des animaux de compagnie, des chiens, des chats, éventuellement un peu des chevaux, mais la question des animaux qui sont élevés pour la consommation alimentaire ou qui sont pêchés c'était pas du tout à l'ordre du jour. Et c'est né, je tiens à le souligner peut-être parce que ça vient des estivales de la question animale quelque part. C'est pour ça que Stop Gavage émerge, parce qu'il y a ces espaces de rencontres qui existent et qui permettent de relier entre elles des personnes. Je pense que les estivales de la question animale, elles ont joué des rôles dans d'autres organisations aussi, comme moteur vraiment de rencontre. Je pense au parti animaliste. Il y a plusieurs entités comme ça, plusieurs initiatives qui sont nées de ces rencontres physiques où on reste plusieurs jours ensemble, où on a des espaces de débat qui sont planifiés, et puis plein de moments off où il se passe aussi tout un tas de choses, justement d'échanges, de regards critiques sur ce qui se fait aujourd'hui et tout ça, et qui est super important. Voilà, hein, c'est une composante aussi de L214. On est toujours critique par rapport au travail qu'on fait, histoire de pas s'endormir sur on a toujours fait comme ça et donc c'est comme ça qu'il faut continuer à faire. Pas du tout, il faut regarder justement comment évolue notre environnement en interne et aussi à l'extérieur. J'ai une mini question, Ouais. c'est comme ça dont je parlais. Est-ce que du coup, euh, le fait de vouloir se concentrer sur le foie gras au départ, c'était vraiment avoir un angle plus facile pour attaquer la question animale, puisque c'est peut-être déjà controversé à l'époque, le foie gras, comme aujourd'hui, ça l'est plus que le steak haché ou le blanc de poulet. Alors oui, on pensait que c'était une porte d'entrée en se disant, voilà, on est abolitionniste. Ça, voilà, les personnes qui se rassemblaient étaient antispécistes abolitionnistes. On voit bien que toutes les tables d'information qu'on pouvait faire ou manifestations ou quoi, on n'arrivait pas forcément à faire émerger la question. Quand on distribue des tracts, les gens nous disent ah là là, mais ça c'est pas en France, c'est aux États-Unis, c'est en Pologne, mais en France on fait pas comme ça. Oh là là, ce que vous nous dites c'était il y a 50 ans, mais aujourd'hui on fait plus du tout comme ça. Donc il y avait un peu un déni de la réalité.
Et du coup, il y avait cette histoire d'avoir des images, donc d'apporter les preuves très concrètes de ce qu'on dit. Il y a l'idée de montrer très concrètement aussi le spécisme, ce que ça implique pour les animaux, parce que voilà, c'est bien beau d'en parler, de le théoriser, ça peut se comprendre pour un certain nombre de personnes, mais montrer ces effets concrets, c'est aussi très très important. Il faut rappeler que les animaux qui sont élevés pour la consommation alimentaire, ils représentent 99% des animaux qui sont exploités par les êtres humains. Et encore, quand on dit 99, je crois qu'on est sur une estimation basse. C'est 99,999 et on peut en mettre pas mal. Et l'idée, c'était d'avoir une association pragmatique, essayer d'engranger des victoires aussi, de montrer qu'on est un mouvement qui peut avancer. Et puis, la question du foie gras, c'était vraiment l'obtention du foie gras, c'est quand même obtenu à partir du fait de rendre malades des animaux sciemment pour se régaler, entre guillemets, de leurs organes rendus malades, quoi, de leur foie qui prend 10 fois sa taille normale, de l'acte de gavage. Enfin, c'est quand même, alors pour le coup, intrusif, on peut pas être, je dirais, beaucoup plus intrusif que ça. Enfin, voilà, c'est quand même une des formes d'élevage les plus extrêmes qu'on a par rapport aux productions animales, j'ai envie de dire. Et puis on se disait, on montre les images, on apporte les données sur ce que ça a comme conséquence sur les canards et sur les oies. La victoire est acquise, chers amis. C'est pas possible que les gens ils restent indifférents à des souffrances aussi manifestes, à des violences aussi claires faites vis-à-vis des animaux. Donc la suite nous montrera que non, c'est pas aussi simple que ça. Il suffit pas de poser les cartes sur la table pour que les choses changent. Et en fait, avec Stop Gavage, on a vu qu'on était capable de produire des images, d'amener des images, de faire des communiqués de presse, d'avoir des retours presse, d'avoir des débats sur la question, alors qu'à l'époque, on travaille tous par ailleurs, grosso modo, et donc c'est fait sur notre temps libre. Et donc, effectivement, en 2007-2008, Sébastien et moi, on envoie un mail à toute cette organisation qu'on a déjà en disant, écoutez, on vous fait une proposition indécente. C'était le titre du mail, proposition indécente. On vous propose de construire une association qui va libérer du temps à des gens pour se consacrer pleinement, à plein temps, sur la question animale. Voilà, pas avoir un boulot alimentaire à côté, puis consacrer qu'une toute petite proportion de temps à la question animale, mais vraiment dégager du temps à un paquet de gens de façon à pouvoir se consacrer à la question animale. Et c'est ce qu'on a fait par la suite. Voilà. Mais les objectifs de L214, il me semble que tu posais la question, est-ce qu'on est toujours sur les mêmes... est-ce qu'on a bougé? Est-ce que... Non, on est toujours sur les mêmes objectifs. Donc, une vision à long terme d'une société qui ne considère plus les animaux comme de la nourriture ou en tout cas des choses à sa disposition, même des êtres sensibles à sa disposition. Enfin, vraiment, ne plus considérer les animaux comme à notre service, mais vraiment comme des cohabitants de notre planète. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a depuis le départ. Et puis après, il a fallu inventer un peu les chemins et on est toujours en recherche des chemins sur comment on arrive à cette société-là. Parce que du coup, à l'époque, donc le paysage associatif, on va dire abolitionniste, j'imagine qu'en France, il est quasi inexistant. Et dans les pays anglo-saxons, il y a peut-être déjà la PITA qui commence un peu à être là. Et du coup, est-ce que vous vous dites, on veut faire un peu comme la PITA, un peu comme The Human League aussi, déjà un peu pas encore? À l'époque, on s'inspire effectivement, je crois on a quelques contacts avec d'autres organisations. Ouais. On voit effectivement les actions de PITA, on voit les actions de Viva en Angleterre, je m'en rappelle assez bien. Très rapidement, on est aussi en relation avec VGT, Verein Tierschutzfabrik. Fabriken, peut-être. Enfin, bon, bref, c'est de l'autrichien. Qui d'ailleurs, à l'époque, se retrouve... il y a un vaste coup de filet sur toutes les associations autrichiennes. Ils se retrouvent en prison. Ils vont y rester pendant 100 jours. Nous, on va suivre de très près cette affaire-là. On va suivre le procès aussi qui va s'en suivre. On fait des manifestations, nous, devant le consulat d'Autriche, etc. Donc, on est en relation avec Igualdad Animal aussi, qui est aussi émergent à ce moment-là en Espagne.
Et nous, on va tracer notre chemin à partir de l'expérience de toutes ces associations, mais aussi d'associations environnementales, les actions de Greenpeace notamment. Enfin, il y a tout un tissu associatif qui est assez riche. Et en France, effectivement, il existe déjà One Voice. Il existe la PMAF qui devient Well Farm. L'OABA existe déjà depuis très longtemps. La Fondation Bardot, 30 millions d'amis. La SPA font déjà un paysage assez riche. Mais aucune de ces associations se dit on va se concentrer sur les animaux qui sont utilisés pour la consommation alimentaire d'une part, et d'autre part avoir un positionnement clairement sur les questions d'abolition et qui remettent en question le fait de manger les animaux. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'émerge L214. Et du coup, comment ces associations en France qui sont du coup pas abolitionnistes voient l'émergence de L214? Est-ce que du coup ils disent bon ah bah tant mieux, c'est un angle mort qu'on a, ou est-ce qu'au contraire ils disent oula non, nous c'est pas notre combat, nous on pense que c'est ok de manger les animaux, mais par contre les animaux de compagnie, etc. Là, il faut faire quelque chose, ou bien mieux traiter les animaux, oui, mais pas ne plus les manger. Comment ils vous voient émerger? Est-ce que ils réagissent pas tout de suite, tout simplement, et ils vous laissent faire? Comment ça se passe? Alors déjà, One Voice était déjà et est toujours abolitionniste. Ouais. Donc il y a déjà une association qui revendique la fin de l'utilisation des animaux qui existe. Hein. Je pensais plus à Wild Farm, Loi L'OABA, je pense qu'ils nous regardent d'un œil un peu curieux, circonspect, parce qu'il y a beaucoup aussi de collectifs, de petites assos qui ont émergé auparavant, qui ont fait des apparitions et puis qui ont redisparu derrière, ou quoi. Donc, sans doute pas mal de circonspection. Et puis, au fur et à mesure, on a fait notre chemin, on a montré le sérieux de nos actions. Et justement, avec notre positionnement qui est peut-être assez, en tout cas peut-être inédit en France, avec vraiment un ancrage assez fort sur les questions d'abolition et à la fois des revendications qui disent on va essayer de faire reculer les pratiques les plus cruelles pour essayer de soulager au moins autant qu'on peut les animaux aujourd'hui qui sont encore utilisés pour la consommation alimentaire. Et puis cet autre pan qui dit on va essayer de faire diminuer le nombre d'animaux tués en démocratisant l'alimentation végétale. Donc effectivement, je pense que ça a pu, mais c'est à eux qu'il faudrait poser la question, je crois. Ouais. Et donc aujourd'hui, les 114, vous êtes combien? Soit 50, 70, un truc comme ça? Oh là là, qui dit mieux? On est 80. On est 80 salariés au sein de l'association et on est soutenu par 50 000 personnes. On a 50 000 membres et donateurs, donatrices. Et sur les réseaux sociaux, voilà, les chiffres sont publics. Donc, voilà, enfin, même le nombre de membres, si on va regarder dans la section transparence de L214, c'est bien noté. Mais voilà, on a quelques centaines de milliers de personnes qui sont abonnées au compte L214 sur Facebook, Instagram et Twitter. Alors, on ne sait pas si ça se recoupe ou s'il faut cumuler, additionner. Je pense qu'il y a un peu des deux. Mais on a une assez vaste communauté de sympathisantes et sympathisants. Et ça se ressent justement sur la participation aux actions qu'on peut proposer. On a aujourd'hui 50 groupes locaux répartis dans toute la France qui sont très actifs, beaucoup de bénévoles et des groupes bénévoles aussi en ligne qui agissent justement auprès des entreprises, des politiques, qui sont ultra motivés. Et un grand merci à elles et à eux. Et quelles sont selon toi les plus belles victoires ou les plus importantes ou même juste les plus symboliques de la 114 depuis un peu plus de 10 ans d'existence? Alors, c'est difficile à dire parce que quelque part, entre guillemets, les victoires de L214 ne sont pas attribuables qu'à L214. C'est justement, d'une part, le fabuleux soutien dont on bénéficie depuis le début. C'est carrément insolent, enfin, je trouve. C'est vraiment, on a une chance fabuleuse par rapport à ça, d'une part. Et puis, d'autre part, on n'a pas été les seuls. Quand on commence les activités avec Stop Gavage, avec L214, on n'est pas les seuls. Il y a aussi des livres qui sortent à ce moment-là. Je pense au premier qui nous a vraiment marqué, c'est celui de Fabrice Nicolino,
Bidoche, comment l'industrie de la viande menace le monde, alors qui n'est pas un livre abolitionniste, mais qui à l'époque met quand même les pieds dans le plat sur notamment l'impact environnemental qui était pas du tout à l'ordre du jour de personnes, même pas trop chez les écolos et tout ça. Donc vraiment, c'est assez important de le souligner. Et puis après, il y en a eu pas mal d'autres, le Jonathan Safran-Foer, les bouquins de Émeric Caron aussi, Mathieu Ricard, Marcella Yacoub, Florence Burga, évidemment, Corinne Pelluchon. Enfin, vraiment, la littérature, alors française, mis à part Jonathan Safran-Foer, mais française est foisonnante de plein de trucs. Il y a beaucoup d'articles dans les journaux aussi. La presse s'empare de cette question-là, des documentaires, etc. Et du coup, nous, je pense qu'on a contribué à faire émerger en tout cas la question animale sur les animaux qui étaient utilisés dans la consommation alimentaire. On a amené cette question-là. On a amené la question de la légitimité de continuer à les faire tuer alors que on peut s'en passer. Donc je pense qu'on arrive à amener la question de ne pas consommer les animaux, donc de consommer plutôt végétarien ou vegan. Je pense qu'on contribue à amener ça. Je pense que la question du spécisme, elle arrive par un certain nombre de canaux aussi, par cet intermédiaire-là. En tout cas, on pose cette question-là, et notamment dans les milieux agricoles. Dans les trucs plus concrets, peut-être la question des poules pondeuses élevées en cage, qui va être la première campagne sectorielle de L214, où on va demander à l'ensemble des acteurs de renoncer aux œufs de poule élevés en cage. Et là, quand on commence avec L214, le premier courrier qu'on envoie à l'ensemble des supermarchés, c'est 2008. Dès les débuts de L214, on a 0 réponse. Il faut bien le dire, le super flop à l'époque. 0 réponse, et du coup, il va falloir passer par d'autres biais. Et donc, à l'époque, 2008, 80% des poules pondeuses sont élevées en cage. Et donc, on va commencer d'abord par Novotel, petit déjeuner à 15 euros. On dit, bah voilà, petit déjeuner à 15 euros. Si on rend public le fait que ce sont des œufs de poule élevés en cage de batterie, forcément, il va y avoir mouvement. Et effectivement, Novotel va s'engager. Ensuite, on va recontacter la grande distribution. On va commencer par Monoprix, et puis Système U, et puis les autres. Et petit à petit, en fait, il y a une dynamique qui s'enclenche et on obtient l'engagement de l'ensemble des supermarchés, pas mal de fabricants, pas mal d'hôtellerie-restauration, des producteurs, dont le groupe Avril, qui est quand même le premier producteur d'œufs, qui représente un quart de la production des œufs en France. Et aujourd'hui, il y a encore 36% des poules pondeuses qui sont en cage, mais il faut le regarder au regard de ces 80%, donc ça a vachement baissé. Et les engagements vont jusque 2025. Donc on peut espérer que ce chiffre va encore baisser jusque 0, on l'espère bien. Voilà. Alors, ce qui sont des avancées, c'est pas le bout du chemin, pas du tout. On en est absolument conscient, mais quand même, ça représente une année de souffrance. Enfin, c'est quand même des poules qui sont élevées dans des cages sur du sol grillagé, à 13 par mètre carré. Voilà, enfin, c'est quand même des conditions qui sont moins pires à l'arrivée. On a commencé la campagne sur les poulets, pareil, avec des critères pour rendre moins pire leurs conditions d'élevage, notamment sur des questions de densité, sur des questions de sélection génétique. Et là aussi, on a l'engagement aujourd'hui de l'ensemble des supermarchés. On a aussi tout ce qu'on travaille sur la question de la végétalisation de l'alimentation, avec 3000 restaurants qui sont chartés Végo Resto, c'est-à-dire un contrat passé entre L214 et ces restaurants de proposer à leur carte un menu vegan. Et ça, c'est très, très important parce que si on veut qu'il y ait moins d'animaux tués, il faut que se développe une offre où, même sans y penser, on va consommer vegan, c'est-à-dire faire rentrer dans les mœurs le fait que consommer vegan, c'est consommer normal. Et donc, c'est vraiment très important aussi. On a 3000 restaurants aujourd'hui qui sont référencés et le nombre continue d'augmenter. Bah, écoute, tu me permets une transition parfaite avec ma question suivante. Du coup, je te remercie. Du coup, donc, je ne suis pas non plus, je pense, extrêmement fait de toutes les activités de 114, mais on a quand même des activités qui sont extrêmement variées et à la limite, on sent presque une volonté d'accompagner les gens du début jusqu'à la fin vers leur cheminant, vers leur raisonnement pour manger moins ou plus de viande. Ça commence par, on va dire,
la sensibilisation des personnes via les images d'élevage, d'abattoirs que la 114, je pense, a permis de rendre beaucoup plus courante dans les médias et qui fait qu'aujourd'hui, on peut beaucoup plus difficilement dire ah mais non, c'est dans un autre pays, c'était il y a 50 ans, grâce à toutes les images, en partie récoltées par la 114, on a d'autres associations, mais la 114 a joué un rôle majeur, je pense, là-dedans. Il y a aussi la sensibilisation, on va dire, sur des arguments qui vont plus faire appel, peut-être moins à l'affect, mais plus au côté rationnel, avec aussi, par exemple, Viande.info, qui donne beaucoup de chiffres, et d'ailleurs qui est de grande qualité. Enfin, je sais pas qui a fait le site, mais c'est très bien sourcé, c'est très bien fait, et je sais que je l'ai déjà utilisé parfois dans des devoirs à Sciences Po quand j'avais besoin de sources. Je prenais les sources de Viande.info et c'était très très bien. Ouais, ça, toute la partie, on va dire, sensibilisation. Après, il y a l'accompagnement euh, vers l'alimentation végétale avec Vegan Pratique, qui propose plein de recettes, qui donne des conseils pour ne pas manquer de tel ou tel nutriment. Voilà, en gros, très concrètement, comment on fait une fois qu'on veut le faire. Plus Végoristo, du coup, qui facilite les options quand on veut sortir au restaurant, notamment avec des amis. Socialement, parfois, ça peut être un peu difficile quand on est le seul végétarien et qu'on a l'impression d'être le monsieur ou madame relou à avoir un resto vegan. Plus, du coup, ces activités de pression auprès des grands groupes ou des pouvoirs publics, peut-être, je sais plus, je crois qu'on a eu. Donc, voilà, c'est vraiment très vaste. Et du coup, bah, avec Diversité, on se demande, c'est quoi un peu la théorie du changement de la 114? C'est quoi le plan secret de la 114 pour rendre tout le monde vegan? Euh, et est-ce que du coup, cette diversification des activités, bah, elle va continuer à s'étendre? Est-ce que vous avez déjà un peu peut-être tous les tenants et aboutissants du cheminement qui se fait, ouais. C'est quoi l'idée derrière et c'est quoi les plans pour l'avenir? Alors, il y a effectivement tout ce que tu as dit qui est vraiment sur l'accompagnement un peu personnel. Je nommerais aussi éducation. On a vraiment l'accompagnement aussi des enseignants qui veulent justement sensibiliser les jeunes qui sont avec eux, et notamment avec Mon Journal Animal, un magazine destiné vraiment aux 10-14 ans, qui s'attache au programme scolaire et qui propose justement des activités à faire avec les plus jeunes. L'action politique, effectivement, on l'a avec notre observatoire politique animaux et avec l'activité qu'on a aujourd'hui. On a une équipe politique au sein d'L214 qui va être capable de interagir avec les parlementaires pour faire des propositions très concrètes quand il y a des propositions de loi qui sont faites, des amendements, poser des questions au gouvernement, etc., etc. On peut être force de proposition là-dessus. Et puis, tu l'as dit, auprès des entreprises, les actions express pour les animaux, où on va proposer 2 fois par semaine d'agir auprès d'entreprises diverses et variées pour leur proposer d'évoluer dans leur pratique d'achat. Alors, est-ce qu'il y a un plan secret? En fait, il n'y a pas forcément de plan secret, mais c'est vraiment nos axes. On s'est dit comment on est en face de quelque chose qui est extrêmement ancré dans notre société, hein, le fait de manger les animaux, d'utiliser les œufs, le lait, de manger des poissons. Vraiment, on est sur un enjeu culturel, je dirais presque cultuel. Il y a vraiment un culte de la viande qui est absolument faramineux. Alors, en plus, en France, pays de la gastronomie, on se monte le cerveau avec ça. Enfin, vraiment, il y a quelque chose de très fort ici. Et quelque part, on avait comme... faire de l'information grand public seulement, ça nous semble pas suffisant de façon à faire bouger, et on l'a vu même sur la question des œufs de poulet élevés en cage, c'est-à-dire l'étiquetage sur les œufs où les gens sont informés des conditions d'élevage des poules pondeuses, ça n'a pas suffi à arrêter l'élevage en cage ou l'élevage au sol. Il a fallu l'action des ONG pour dire aux entreprises, non, arrêtez de proposer les pires pratiques en fait. Donc, effectivement, il y a le côté s'adresser aux individus parce que notre action personnelle, en fait, elle a un impact qui est très, très fort. Et souvent, on a tendance à considérer que c'est pas si fort, mais en réalité, c'est extrêmement fort. Nos actes d'achat, qu'on réduise ou qu'on arrête totalement de manger les animaux, ça fait la différence. Vraiment. Les deux vont un peu de pair. Enfin,
s'il n'y a aucune personne qui est prête pour le moment à renoncer, par exemple, aux œufs en cage, les entreprises n'auront aucune incitation à arrêter. Enfin, voilà, c'est vraiment les deux jambes qui Exactement. se tiennent l'une l'autre. Exactement. Et du coup, après, on s'adresse aux entreprises parce que du coup, ça vaut le coup de pérenniser, Mm. de pérenniser quelque chose, hein, enfin vraiment. Et par ailleurs, on a les politiques, c'est-à-dire que on obtient des avancées avec les entreprises, mais une entreprise, elle peut faire machine arrière, machin. Sauf que si c'est inscrit dans la loi, à ce moment-là, on a vraiment mis le point d'arrêt à certaines pratiques. Donc, ça vaut vraiment le coup de s'adresser sur ces champs-là. Et puis, dans notre optique d'aller vers l'abolition, on s'est dit, comment on peut y parvenir? On sait très bien que, oui, on pourrait revendiquer haut et fort et uniquement l'abolition, mais on se dit, du coup, quelle victoire on va obtenir? Et en attendant l'abolition, qu'est-ce qui se passe pour les animaux? Mm. Et du coup, il nous semble qu'il y a deux chemins, en tout cas, qui se sont présentés à nous. Un, faire reculer le pire pour les animaux. Et deux, démocratiser l'alimentation végétale, c'est-à-dire rendre simple le fait d'être végane tout le temps. C'est-à-dire, dans mon supermarché, j'ai des options, c'est fastoche. Si je veux pas changer mes habitudes, c'est-à-dire je veux faire griller un steak d'un côté et de l'autre, c'est facile. Mais je le fais avec un steak végétal. Et de l'autre côté, je vais au restaurant, c'est simple aussi. Voilà, j'ai l'option qui est possible pour moi, quoi. Donc, voilà. C'est vraiment des choses qui nous semblent logiques. Mais il y a encore plein de pistes à explorer à notre sens, notamment comment, puisque les pouvoirs publics ne le font pas finalement, quelque part, on fait les choses à la place des pouvoirs publics aujourd'hui. Comment on accompagne la transition pour les personnes aujourd'hui qui vivent de l'exploitation animale? C'est vraiment une question très importante et ça, on n'y a pas répondu aujourd'hui. Donc, c'est une question aussi qui nous trotte dans la tête de comment donc oui, changer le modèle agricole, faire reculer le pire, mais comment du coup on amène aussi les gens qui en vivent aujourd'hui pour le faire, quoi. Je crois d'ailleurs que c'est aussi une question que se pose le Parti animaliste, qui essaie de proposer des pistes dans son programme. Et il faudrait que je vérifie, mais il me semble qu'ils abordent cet aspect-là. Oui, je pense que, et du coup, c'est bien leur rôle de parti Oui, politique d'offrir exactement. l'accompagnement et tout ça. Quelque part, nous, on est lanceur d'alerte, c'est-à-dire on dit attention, on a un problème dans notre rapport aux animaux, c'est d'une extrême violence, alors qu'on est en face d'êtres doués de sensibilité, sentience, voire conscience pour la grande majorité de ce qu'on mange. Et donc, du coup, on a vraiment une question éthique, morale par rapport à ça. Donc, nous, on lance l'alerte, ça ne veut pas dire qu'on a toutes les solutions. Oui. On n'est pas économiste, on n'est pas... voilà, donc il y a vraiment tout un tas de domaines à investir sur cette question-là, mais il faut déjà que cette question soit prise au sérieux au sens politique du terme, c'est-à-dire comment en société on sort de ça, quoi. Du coup, j'ai une question qui est un peu égoïste par rapport à mon sujet d'intérêt. Donc, comme tu le sais peut-être, je travaille dans une entreprise de viande cultivée. Et là, très bientôt, je vais d'ailleurs commencer une thèse sur la viande cultivée en économie. Donc, voilà, mon dada, c'est un peu les protéines alternatives, mais y compris les végétales d'ailleurs. Enfin, je pense que les deux se complètent bien plus qu'elles. Et donc, on a vu certaines associations animalistes, je pense à Gaïa, par exemple, en Belgique, qui s'est prononcée très clairement en faveur de la viande cultivée et des protéines alternatives. D'autres associations qui sont clairement dédiées à leur promotion, comme le Good Food Institute. Euh, à ma connaissance, la 14 n'a pas trop parlé de protéines alternatives, en tout cas pas trop de viande cultivée. Et Mm. celle végétale, bon, on devine que du coup, elle soutient évidemment, mais je n'ai pas connaissance d'actions qui vraiment je sais pas, ce que je pourrais financer des startups dans le but de protéines végétales, des choses comme ça, enfin, ou en tout cas mettre à disposition des informations pour les gens qui aimeraient en France entreprendre. Voilà, ce qui existe dans d'autres pays, ça n'existe pas encore. Et donc, voilà, ma question, c'est pas un grand accent sur ces questions-là sur le 114. Du coup, qu'est-ce que vous pensez, toi, d'une part, et le 114, si c'est OK de le dire, des protéines alternatives, et notamment, c'est quoi votre rapport à la viande cultivée qui est un peu clivant chez les animalistes. Et à titre personnel, je pense que c'est très bien que ce soit clivant chez les animalistes. Faut pas que ce soit perçu comme la viande des véganes.
Euh, donc, je suis très content de voir des gens qui crachent dessus en disant, ah, moi, je suis vegan, jamais je mange. Je dis, ah, très bien. Alors, je partage ton point de vue, c'est-à-dire que euh, on voit que, bah, de toute façon, enfin, cette viande cultivée et même, j'ai envie de dire, les viandes végétales de façon générale, toutes ces alternatives qui se Ouais, développent, elles sont faites pour faciliter la transition d'une certaine façon, ou en tout cas pour offrir des alternatives effectivement protéinées euh, à des gens qui n'ont finalement, enfin, qui sont pas très déterminés. Je pense que les militants activistes engagés, ils sont hyper déterminés et que j'ai envie de dire, même si ça mettait notre propre santé un petit peu, qu'on vive un tout petit peu moins bien, on le ferait quand même pour ce que gagneraient les animaux. C'est pas le cas. Grande chance, on a effectivement tout ce qu'il faut à notre disposition pour vivre en bonne santé en étant sans manger les animaux. Donc, pas même bah, en tant meilleure mieux pour santé, nous. d'après certaines Voilà. études. Et même, on s'en sortirait bien mieux que les autres. Donc, tant mieux. Maintenant, je pense que, alors, de mon point de vue, puis du point de vue d'El 214, on voit avec un regard positif la viande cultivée d'une certaine façon comme euh, produit qui va venir en face de la viande industrielle d'une certaine façon. Mm. Voilà, donc avec des animaux qui sont sélectionnés génétiquement, qui sont élevés dans des conditions absolument sordides, qui subissent de très grandes violences et puis qui sont tués au final. Enfin bon, tout le circuit, je vais pas le refaire, hein, mais dans ce cadre-là, voilà. Mais pour l'instant, pour nous, on est encore au stade des promesses. C'est-à-dire, est-ce que vraiment c'est quelque chose qui va se réaliser ou pas, exister ou pas, etc. Mm. Si ce produit tel qu'il nous est vendu aujourd'hui, il existe et effectivement, il permet d'épargner un grand nombre d'animaux, qu'il a un impact réduit sur, enfin, en tout cas plus réduit que l'équivalent sur l'environnement, pourquoi pas. Après, moi j'ai envie de dire, On s'embête. pourquoi faire simple alors qu'on peut faire compliqué? Enfin, c'est Ouais. toujours ce même truc. Aujourd'hui, en végétal, on a tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'on va se compliquer la vie à essayer de cultiver des cellules en grand nombre avec tout un tas de... Alors, je comprends, et j'ai discuté avec Marc Post il y a quelques années là-dessus, donc lui qui n'est pas végétarien, qui dit, bah, comme il y a une croissance de la consommation de viande prévisible, bah, autant que ce soit de la viande cultivée plutôt que de la viande issue d'animaux, pour les conséquences notamment environnementales que ça aura. J'entends le raisonnement, mais quelque part, c'est qu'il n'a pas tellement d'espoir que, à un moment, l'humanité se dise peut-être qu'il faut qu'on ralentisse, Mm. peut-être qu'il faut qu'on prenne conscience des conséquences de nos modes de consommation sur les animaux. On parle aussi des zoonoses, de l'antibiorésistance. On peut parler aussi des conditions de rémunération de travail, des conditions de vie des éleveurs, ramasseurs de volailles, abatteurs. Enfin, je veux dire, quand on regarde un peu avec un peu d'objectivité, j'ai envie de dire, la production de viande, enfin, zut, d'où ça vient que ça évolue pas plus vite que ça, quoi. Donc je comprends qu'il y en ait qui baissent un peu les bras en se disant, bon, les êtres humains, on n'arrivera pas à les raisonner raisonnablement. Bon, bah, proposons une alternative qui ressemble absolument, qui sera moins chère à terme et que du coup, c'est quelque chose à proposer. Mais c'est vrai que, enfin, en tout cas, personnellement, moi, je me dis, mais franchement, qu'est-ce qu'on fait compliqué pour ce truc-là, quoi. C'est vraiment étonnant, c'est que la production de viande et sa consommation, du coup, forcément, ont un impact négatif sur tellement de choses différentes. On dit souvent qu'il n'y a pas de baguette magique pour régler les problèmes. Enfin, voilà, souvent c'est compliqué, il faut trouver des solutions compliquées, etc. Et juste réduire la consommation de viande et encore mieux l'éliminer, c'est une solution simple qui aide à résoudre plein de problèmes différents. Et des fois, c'est pas dingue de se dire, quand on a une solution aussi simple à portée de main, pourquoi on n'est pas tous en train en fait, de manger des steaks végétaux et des lentilles, quoi. Exactement. Genre, moi, j'ai un peu parfois une sorte de, je sais pas comment dire, de tournis, en fait, de me dire, mince, mais comment c'est possible alors qu'aujourd'hui, on sait tout ça, on s'est encore en train de manger de la viande, ça me rend très perplexe. Ah, exactement. Enfin, c'est un levier, comme tu le dis, très puissant sur tout un tas de domaines. Ouais, Et en plus, enfin, qui y gagne là-dedans? En fait, tout le monde y perd. ouais,
y compris, enfin, voilà, les éleveurs qu'on peut rencontrer, bah, ils disent bien les difficultés financières, l'endettement, l'impression d'être complètement pieds et poings liés, livrés aux coopératives, aux banques. Ceux qui ont des immenses élevages, d'élevage intensif, enfin, ils voient plus les animaux d'une certaine façon. Enfin, on nous parle souvent de la relation idéale avec les animaux, tout ça. S'ils font ce métier, c'est pour être avec les animaux et tout ça. Mais la majorité d'entre eux, ils sont, bah, quand tu es éleveur d'oiseaux, je veux dire, quand tu as 20 Ouais. 000 oiseaux dans un bâtiment, enfin, c'est quoi les relations que tu as avec eux? Enfin, tu es juste technicien d'ambiance, je veux dire. Tu t'assures qu'il y a à manger, à boire, tu ramasses les cadavres. On n'est pas du tout dans cette relation-là. Après, il y a peut-être d'autres types d'élevage où il y a une relation de proximité qui peut se tisser avec les animaux. Et ceux-là, d'ailleurs, disent bien que le moment où les animaux partent à l'abattoir, ils s'arrangent pour pas être là, ou alors, bah oui, il y a un petit paradoxe Mm. qui existe, et bah voilà, ils vivent avec pour l'instant, mais c'est pas du tout satisfaisant. Donc voilà, enfin, vraiment, c'est, on a l'impression vraiment de marcher sur la tête, en fait. Mm. Voilà, mais bon, c'est pas le seul domaine où on marche sur la tête, malheureusement. Maintenant, je voudrais revenir un peu sur les sources d'inspiration donc de toi quand tu es là et peut-être de 214 aussi. Il me semble qu'il y a je crois que c'était 2, 3 ans, à la sortie du livre, enfin la traduction française du bouquin de Singer, La théorie du tube dentifrice, vous avez cité Henri Spira comme une source d'inspiration. Mm. Euh, et je comprends pourquoi, enfin, j'ai lu le bouquin et c'est très intéressant, voilà, cette approche très pragmatique de petit pas à petit pas finalement qu'on retrouve aussi un peu dans la stratégie de la 114. Enfin, quand on lit le bouquin et qu'on connaît un peu la 114, c'est très facile de faire des liens, je trouve, on se dit, ah ouais, effectivement, il y a une inspiration. Du coup, est-ce que tu me confirmes que c'est bien une inspiration de la 114 et que je ne peux pas des films? Et ce serait quoi pour toi tes autres inspirations, toi, qui peuvent être soit des organisations, soit des gens, d'ailleurs pas forcément antispécistes, enfin ça peut être un militant, une militante féministe dont la méthode ou la ténacité sont admiratives, ouais, tes inspirations et aussi les façons dont tu admires et apprécies le travail militant. Ah bah, il y en a pas mal. Donc, effectivement, Henri Spira, et notamment, euh, on avait eu accès à la version américaine, hein, voilà, Ouais. Antoine l'avait lu, et on en avait publié d'ailleurs des extraits dans les cahiers antispécistes. Enfin, déjà, c'est théorisé, c'est très solide comme méthode. Ça a fait ses preuves. Justement, la théorie du tube de dentifrice raconte les victoires obtenues, comment elles ont été obtenues, pourquoi le mécanisme, les 10 préceptes. Enfin, voilà, le monde, il n'est pas divisé entre les gentils et les méchants. Le fait de toujours être dans le dialogue, tendre la main, mais aussi savoir dire quand ça ne le fait pas. Enfin, je trouve que c'est vraiment, ouais, c'est vraiment inspirant. Et Henri Spira, inspirant, c'est vraiment, ça vient de son nom, ce mot. Non, je déconne. Mais en tout cas, c'est très marquant parce que justement, il vient des milieux syndicalistes. Et je sais que euh, pour certaines associations de défense des animaux, il manque parfois ce côté revendicatif, militant. Et c'est ce qu'on n'avait pas trouvé, nous, avant de rencontrer en 98 les antispécistes. C'était vraiment ce côté ouais, vision de la société. Donc, effectivement, Henri Spira, après, les sources d'inspiration, il y en a eu pas mal, hein. On regardait de très près, justement, Igualdad Animal, VGT en Autriche, on regardait Mercy for Animals aux États-Unis, Viva en Angleterre. On peut regarder aussi ce que faisait Greenpeace. On regardait aussi, on était attentif à ACT UP à une époque. Aujourd'hui, on est en train de regarder vraiment le mouvement qu'il y a autour de Alexandria Ocasio-Cortez, par exemple, qui est hyper inspirant aussi. Enfin, ce qu'ils arrivent à générer aux États-Unis. Je me rappelle aussi qu'on avait fait venir Lorenzo Anselmi, militant anti-corrida en Espagne, justement comment le mouvement espagnol, voilà, donc c'est vraiment
il y a vraiment beaucoup de choses. Et puis, on peut regarder aujourd'hui ce qui se passe dans le mouvement pour le climat au niveau des jeunes. L'émergence, la ténacité de Greta Thunberg, enfin, c'est hyper inspirant. Enfin, je veux dire, elle mâche pas ses mots, elle a une façon de s'exprimer qui est absolument faramineuse. Enfin, c'est juste géant. Et puis, alors, une personne qu'on connaît depuis plus longtemps, et je précise que vraiment, L214 est euh, apolitique, enfin voilà, transpartisane, vraiment. Mais quand même, j'ai envie de la nommer là, c'est Hélène Touy, qui en ce moment prend la parole pas mal sur la question animale, avec cet angle du parti animaliste de dire si on veut avoir les animaux en politique, comme les personnalités politiques ne s'en saisissent pas, on va le faire par l'intermédiaire d'un parti dédié à la question animale. Et enfin, je peux le dire d'autant plus facilement on n'est pas du tout dedans. Hein. Je trouve assez remarquable l'action qu'a le parti animaliste, en tout cas pour amener le sujet, imposer le sujet. Je trouve, et les prises de parole d'Hélène, elles sont à la fois bienveillantes et à la fois fermes. Parce que tu disais au début, où tu m'as déjà dit que je restais super calme pendant les débats et tout ça. Et moi, des fois, je sors et je m'en veux beaucoup d'être restée très calme alors qu'il y a des énormités qui ont été dites en face de moi et de ne pas réussir à justement dire à un moment, mais stop, ce que vous dites, ce sont des énormités, quoi. Et je trouve que je suis pas assez, euh, voilà, pas assez rentre dedans ou j'en sais rien. Mais peut-être c'est pas une bonne idée, hein, mais des fois je me dis, franchement, t'as pas eu le réflexe de répondre tel ou tel truc, quoi. Voilà. Donc les inspirations, elles sont partout, elles sont tout le temps, elles sont dans ce qu'on peut lire sur les fils, sur les réseaux sociaux, sur des prises de parole des fois très brèves ou sur des vidéos d'enquête qu'on a pu voir, des enquêtes aussi journalistiques sur certains sujets qui peuvent être très inspirants dans la méthodologie pour l'amener. Je sais que par exemple Brut, quand ils ont commencé à faire des vidéos, bah, c'était super inspirant. Leur façon de traiter l'actualité, je pense qu'elle a forcément influencé notre façon de faire. Pour revenir un peu du coup sur les estivales et les clients antispécistes, est-ce que c'était aussi une inspiration importante ou c'est juste Oui. le fait d'être dans ce milieu-là qui en fait vous a juste aidé à décoller et à vous dire ok en fait il y a un truc à faire, il y a des gens, il n'y a pas que nous, mais est-ce qu'intellectuellement aussi ça a nourri votre réflexion ou pas tant que ça? Complètement. Non, non, Ouais. non, complètement. On est un pur produit des cahiers antispécistes, je dirais. Enfin, vraiment, au moment où on croise les cahiers, déjà, alors nous, personnellement, on va les dévorer, hein, très clairement, parce que vraiment, enfin, c'est comme quand tu as des idées un petit peu diffuses et puis que tout à coup, hop, ça prend une forme qui est hyper claire. Enfin, ce raisonnement hyper carré, hyper posé, euh, implacable d'une certaine façon. Je crois qu'aujourd'hui, c'était Martin Gibert, je crois aussi, très inspirant lui aussi. Élise de Saulnier, enfin tout le mouvement canadien, là, québécois. Waouh, enfin voilà, Valérie Giroux, on peut nommer Ronan Larue aussi, enfin qui nourrissent justement le côté intellectuel, j'ai envie de dire, la pensée critique, le raisonnement, il est effectivement majeur. Et puis le fait de rencontrer les autres et puis de, d'échanger, de confronter les points de vue, d'en faire émerger d'autres. Enfin, c'est très, très important. Ouais. Ouais, non, c'est clair. Et du coup, justement, sur mon podcast, j'avais invité David Olivier, dont j'ai dévoré, je pense, pas tous les textes, mais j'en ai lu pas mal, et qui est antispéciste. Et parfois, on se dit, mais c'est incroyable, en fait, ça a été écrit il y a 30 ans, c'est encore mot pour mot accessible, enfin, vrai aujourd'hui. Et oui, développe des idées, enfin, parfois des choses qui sont compliquées à décrire ou à argumenter. Il en fait un argument très simple, je pense par exemple aux animaux emballage. Euh, voilà, c'est un texte hyper important, David Ouais. Olivier. Un autre aussi où il fait une distinction entre
bah, c'est pas parce qu'on est adapté, enfin, on s'est adapté naturellement que c'est le mieux pour nous. Typiquement, il y a l'exemple du lapin où, ok, le lapin est adapté pour s'échapper du renard, mais c'est pas pour autant que le lapin est plus heureux avec le renard. En fait, il serait même plus heureux sans le renard. Et donc, quand on nous dit, bah, la viande, oui, c'est naturel, etc., bah, oui, mais c'est pas pour autant que c'est mieux pour nous. Enfin, plein de textes majeurs et, ouais, pour moi, c'était une énorme source aussi intellectuellement, d'inspiration. Et Il là, a dit aussi à un moment, je me rappelle, en conférence, il me semble que c'était quand on était en Suisse, quelque chose qui m'a vraiment marqué, qui rejoint un petit peu Henri Spira, qui dit il n'y a pas les bons et les méchants. Il ouais, dit il faut considérer en fait les autres êtres humains comme vous considérez votre chat. C'est-à-dire que il fait pas des choses de façon malveillante ou quoi, c'est juste il fait des trucs et des fois ça a des conséquences qui sont bien ou mal et il n'y a pas à le juger pour ce qu'il fait, il y a juste peut-être parfois à empêcher des actes qui sont qui ont des conséquences sur d'autres. Et je trouvais super intéressant de se dire qu'effectivement, bah, considérer nos contemporains, des fois quand on peut sentir la colère monter, les considérer comme des chats, voilà, c'est plutôt salvateur par moment. ce serait la morale de ce podcast, considérer les autres comme des chats. Mais ouais, je trouve qu'on a de la chance d'avoir quand même beaucoup de gens, enfin, pas que dans le mouvement antifasciste, hein, on en parle du mouvement de justice sociale, mais vraiment une réflexion, des textes théoriques et Mm-hmm. un foisonnement intellectuel qui est énorme en fait. Et on pourrait passer des mois, des années à lire tous ces textes et c'est très enrichissant, non seulement sur la question animale, mais aussi de comment réfléchir à plein d'autres sujets en fait et de voir le monde différemment. Enfin, on a la chance d'avoir surtout des textes de très bonne qualité et c'est toujours un grand plaisir à lire. Mm. Un peu comme un doudou. On y revient comme. C'est ça. Ouais. Des fois, quand on a un petit moment de doute, C'est ça. ça peut être pas mal d'y revenir. Et ce que je trouve bien aussi, c'est le point de vue assumé des cahiers, c'est-à-dire de dire, Ouais. on prétend pas avoir la science absolue, infuse ou je sais pas quoi. On partage des textes qui peuvent avoir d'ailleurs des points de vue opposés. Mais justement, c'est ça qui nourrit la réflexion et après avoir son raisonnement personnel, mais voir comment d'autres ont réfléchi à des questions et à partir de là, bah, confronter ses propres pensées, quoi. Enfin, c'est ça Mm. que j'aime beaucoup, quoi. Tout à l'heure, on a parlé des victoires de 114. Mais bon, parfois, c'est aussi dans la défaite qu'on apprend beaucoup. Ce serait quoi pour toi, peut-être un peu des actions manquées ou des défaites de la 114, s'il y en a eu? Et c'est quoi les leçons que vous en avez tirées? Je sais pas, du gros flop de départ avec les magasins. Mais je pense que même depuis, il y a peut-être sans doute eu d'autres actions dont tu es un peu insatisfaite. Alors vraiment, moi, j'ai fait un petit peu mon mantra de Nelson Mandela qui dit dans la vie, soit je gagne, soit j'apprends, Ouais. mais je ne perds jamais. Et je trouve que c'est tout à fait juste. Et d'ailleurs, on apprend presque plus quand on subit des revers, quand il y a des obstacles, que quand pouf, ça roule tout seul. Bon, alors c'est cool parce que des obstacles, il y en a beaucoup. Donc on apprend beaucoup, je dois dire. Je pense que oui, les premiers revers, bah, ça a été avec Stop Gavage, hein, de toute façon. Tout à coup de se rendre compte alors qu'on était parti vraiment en se disant avec les images qu'on montre, les données qu'on apporte, le foie gras vraiment ça va être terminé. Bah voilà, on est 10 ans plus tard, le foie gras est toujours là et voilà. Euh, je pense que dans les défaites ou en tout cas dans le, le avec le recul, on se dit comment on aurait pu faire autrement sans forcément avoir des solutions aujourd'hui. Il y a le fait que L214 soit perçue comme une association violente par certaines personnes. Or, bah, loin de nous, en tout cas, le fait de faire des actions violentes, déjà d'une part, ou de véhiculer une quelconque violence vis-à-vis de personnes, on critique des pratiques, on essaye d'amener une critique du modèle agricole, du modèle alimentaire, mais on n'est pas en train de dire c'est lui ou c'est elle le coupable ou je ne sais pas quoi. Euh, et pour autant, on a cette espèce de truc qui nous colle où c'est dit, ben,
mais même de façon générale, les antispécistes, les véganes, extrémistes, violents, on entend dans les mots de journalistes, des fois même terroristes ou je sais pas quoi, enfin, qui sont des mots lourds de sens. Et du coup, comment cette image s'installe? Alors évidemment, on montre des images extrêmement violentes vis-à-vis des animaux. Et j'ai l'impression que cette violence, elle déteint d'une certaine façon, comme on montre des images violentes, alors nécessairement on est une association violente. Enfin, voilà, parce qu'après, verbalement ou quoi, je pense qu'on est extrêmement mesuré. Quand on montre des images d'abattoirs, on souligne aussi le calvaire que c'est pour les personnes qui y travaillent. Enfin, voilà, c'est une question qui est encore pas résolue. Et voilà, c'est vraiment hyper important pour nous. Et puis il y a la question de pourquoi le véganisme aussi en lui-même, il a une image un peu paradoxale. Voilà, enfin, si on parle d'alimentation végétarienne aujourd'hui, ça passe plutôt tranquille, mais alors le vegan, ça lève les foules, comme le végétarisme levait les foules il y a 10 ans en arrière. Hein. Mais c'est assez troublant de voir ça comme réaction, de la réactance sans doute, qui arrive et qu'on ne sait pas aujourd'hui. En tout cas, on se trouve un peu démunis pour y répondre. En plus, j'imagine que c'est pas que la faute de 114 et qu'il y a aussi derrière des opposants tout simplement à l'action des animalistes de 114 qui cherche aussi à faire vivre ce discours, cette image des gangs violents, ou pas dans le genre de désinformation. Il n'y a pas longtemps, il y a donc Gilles Luneau qui a popularisé un peu la thèse de L114, qui est un peu finalement le pantin de la Silicon Valley pour faire de la viande cultivée la norme en France et détruire nos éleveurs. Et d'ailleurs, je précise un truc important, c'est que donc Gilles Luneau se base pour cette théorie, je pense qu'on peut qualifier de théorie du complot, sur le don que vous avez reçu de l'OPP. Il faut savoir que l'OPP n'est pas particulièrement enthousiaste à la viande cultivée. Et d'ailleurs, sur les 3 analyses techno-économiques sur la viande cultivée, la plus pessimiste a été financée par l'OPP. Et l'OPP, d'ailleurs, depuis longtemps, ne finance plus les boîtes de viande cultivée. Donc, c'est totalement paradoxal, en fait, de se baser là-dessus. Et je crois qu'ils n'ont jamais financé, enfin, de mémoire, ils n'ont jamais financé d'entreprise de viande cultivée. Ils ont financé Impossible Food exactement. Au moment où ils faisaient de la viande végétale. Ouais. Ils participent, comme avec L214, aux finances, enfin, de la même façon que pour L214, en tout cas à GFI, donc Good Food Institute, mais qui est une ONG. Donc, le raccourci, il est vraiment... quand tu dis théorie du complot, on y est, quoi. Ouais, et vraiment, je précise pour les gens qui nous écoutent et qui ne le savent pas, mais OPP n'est pas particulièrement, et même, je dirais pas contre, mais en tout cas, pas très en faveur de la viande cultivée, parce que pour eux, c'est pas la stratégie la plus efficace pour diminuer la consommation de viande. Ce qu'on peut discuter, hein, moi je suis pas d'accord avec eux, mais en tout cas, reprocher à la 114 de cet angle-là en basant sur OPP, c'est vraiment absurde. Et ça montre bien d'une part aussi qu'il y a des gens qui soit profitent de ces confusions ou les diffusent sciemment pour combattre la 114, ou juste des gens qui font pas très attention et répandent ces idées parce qu'ils ont entendu d'un journaliste, etc. Et ouais, je pense que ça arrive très vite finalement d'avoir des informations sur soi, et pour un sujet aussi clivant que le véganisme, le bien-être animal, c'est pas si étonnant que ça qu'il y ait cette image-là des véganes, et c'est ce truc-là qu'on entend. Donc ouais, c'est... Je pense par exemple parfois on n'y peut rien, entre guillemets, c'est pas... faut le combattre, quoi, mais c'est pas notre faute si en premier lieu ça a eu lieu. Ouais, tout à fait. Mais du coup, c'est une rumeur, j'ai envie de dire, expression spéciste, qui rentre comme dans du beurre, quoi. Enfin, tu pourrais lancer d'autres rumeurs qui prendraient pas, genre les véganes, en fait, c'est des gens qui font du vélo. Bon, voilà, c'est pas une rumeur qui va prendre. Là, ça arrange quelque part. Je pense que ça vient renforcer, ça vient aider à résoudre un petit problème de dissonance cognitive, par exemple. Ouais, totalement. En disant, tu rejettes le messager, tu rejettes le message, quoi. Voilà. Oui, puis on voit que cette rumeur, elle fait beaucoup, elle circule beaucoup dans le milieu agricole.
Mm. notamment des journaux comme La France agricole, etc., qui reprennent les éléments de langage, soit de cette théorie-là, soit la Mm. diffusion traitement, où les journalistes dont on connaît les liens avec la viande, connaissaient la viande, comme Emmanuel Ducrot, qui Mm. vient pareil à tenir cette ligne-là. Enfin, voilà, il y a des gens qui ont, si c'était l'intérêt, au moins ont l'impression d'avoir intérêt Mm. de diffuser ces éléments-là. Donc, c'est un peu triste, malheureusement, mais c'est compliqué de. Enfin, je pense que on n'est pas toujours face à des gens de bonne foi. Et même si c'est bien de considérer les gens comme des chats, euh, parfois il faut être naïf. Parfois, c'est dur. Ouais. Parfois, il faut pas être naïf non plus sur les intentions des gens qui diffusent ce genre de message, quoi. C'est aussi, enfin, le fruit de notre environnement aussi. Pourquoi Ouais. ces Ouais. personnes-là, elles en arrivent à avoir ces attitudes-là, ces pensées-là et tout ça. Enfin, et nous aussi quelque part, on est tous le fruit de notre, alors une part d'inné, une part d'acquis, machin, et puis qui on a rencontré, à quel moment, comment ça s'est passé et tout ça. Donc c'est sûr que moi j'ai du mal en tout cas, à être en colère de façon durable après des personnes, quoi. Enfin, Ouais. voilà. Je te rejoins totalement en fait sur il y a les gens en général, mais vis-à-vis de certaines personnes en particulier, bon, je pense qu'on a le droit de douter de leur bonne foi, malheureusement. Puis on reste des êtres humains, hein. C'est-à-dire on a aussi, nous aussi, nos petits accès de scrogneux, quoi. Donc, ouais, on a un peu parlé des défaites, on a aussi parlé de toutes les actions de 214, et peut-être quelque chose dont moi j'ai l'impression, et que tu me confirmeras ou pas, c'est que j'ai quand même l'impression que L214 c'est pas ces actions au hasard, heureusement, mais essayer aussi de réfléchir en se disant qu'est-ce qui va permettre soit de combler un vide actuellement, ou même par rapport à cet objectif-là qu'on veut atteindre, quelle serait l'action la plus efficace. Et bien sûr, ce mot efficace en tant qu'altruiste efficace revendiqué, euh, parce que c'est pour moi un principe important et une raison pour laquelle j'apprécie le 114, c'est parce que j'ai l'impression que vous avez aussi cette réflexion-là, de se dire, bah voilà, on va pas juste dire on est antispéciste, on va à la fin des abattoirs. Non, on réfléchit à des étapes concrètes pour y arriver. D'où ma question un peu à rallonge, désolé. Du coup, est-ce que vous êtes attaché à un principe d'efficacité? Et du coup, le cas échéant, comment vous faites pour valoriser, enfin, voilà, évaluer l'impact de vos actions d'une part, valoriser les plus efficaces, et c'est quoi un peu ce raisonnement autour de le choix des actions que vous menez, celles que vous gardez, celles que vous gardez pas, comment les améliorer, comment vous vous auto-évaluez, comment vous restez critique sur vos actions, comment ça se passe chez le 114 là-dessus? Alors oui, en tout cas, l'altruisme efficace, on sait ce que c'est, et l'efficacité, c'est quand même une réflexion qu'on a. Alors des fois, c'est compliqué, hein, de mesurer l'efficacité des actions parce qu'il y a des actions qui sont beaucoup plus, j'ai envie de dire, qui se mènent sur la longueur, où tu n'as pas un indicateur qui est très précis. Et c'est un des sujets qu'on a eu avec ACE. Quand ils nous ont évalués, donc ils nous ont évalués en 2017. Juste désolé, je précise pour les gens qui ne savent pas, ACE, c'est Animal Charity Evaluators, Oui, voilà. une organisation qui cherche à évaluer les différentes ONG animalistes et les actions animalistes pour mettre en avant les plus efficaces selon eux, notamment les mettant bien en avant sur leur site et ou voire même en faisant des dons, je crois, parfois. Exactement. Et du coup, on a été évalué et on avait été retenu comme stand-out charity, je crois, Ouais. à l'époque. Mais on avait dû répondre à tout un palanquet de questions. Et puis, on avait le sentiment qu'il fallait absolument, enfin, quelque part, que pour eux, les actions les plus efficaces, en tout cas, c'était celles qu'on avait faites sur les poules pondeuses ou qu'on fait actuellement sur les poulets de chair. C'est-à-dire faire reculer très concrètement la cruauté faite aux animaux là tout de suite. Et nous, à l'époque, on avait fait pas mal d'enquêtes sur la question des abattoirs, qui avait fait beaucoup d'articles dans les médias, qui avait permis justement de soulever de façon assez forte la question animale. Alors, ce n'était pas le seul truc, hein, mais en tout cas, on y avait bien contribué, je pense, à l'époque. Et du coup, ça, comment on quantifie on peut quantifier un peu au nombre de retours presse, oui, pourquoi pas, mais concrètement, c'est quoi derrière le truc? Est-ce que des retours presse, c'est pas précis, on peut pas dire c'est tant d'animaux qui sont concernés ou je sais pas quoi. Alors que sur les actions sectorielles,
Vraiment, là, on a un nombre très précis. Et ça, c'est une vraie difficulté pour nous, même en interne, justement pour évaluer la portée de nos actions. C'est pas toujours évident. Mais c'est quelque chose, c'est un regard qu'on a dessus assez attentif. Et du coup, on a vraiment nos axes nos 3 axes chez L214. Faire prendre conscience, c'est un de nos axes. Faire changer le modèle agricole, c'est un de nos axes. Faire changer le modèle alimentaire, c'est un de nos axes. Donc, dans nos 3 axes, nos actions, elles s'inscrivent là-dedans. Et puis effectivement, très régulièrement, en tout cas, on se pose, on essaie de regarder qu'est-ce qui est efficace, qu'est-ce qui l'est pas. Aujourd'hui, on a aussi tout un tas d'équipes. Il peut y avoir des vues différentes dans l'association aussi, c'est-à-dire des personnes qui considèrent qu'une action est efficace, et puis d'autres qui ont un regard critique dessus en disant, oui, c'est efficace, mais on pourrait faire plus, on pourrait faire mieux, on pourrait faire différemment, et du coup obtenir plus de trucs. Mais c'est aussi des paris, c'est-à-dire que quand tu commences une action, tu essayes d'évaluer l'impact qu'elle pourrait avoir, la plus-value qu'elle apporte, mais t'en sais rien du tout. Et il y a aussi, on s'est posé beaucoup de questions, justement, on est allé quand même pas mal sur la démocratisation de l'alimentation végétale. Au moment où on va là-dessus, en fait, à l'époque, il y a des associations végétariennes ou véganes qui existent, notamment l'Association végétarienne de France. À l'époque, il y avait aussi d'autres associations dont je ne me rappelle plus le nom, mais enfin bon voilà, il y en a quelques-unes qui existent, mais qui n'ont pas, en tout cas, les orientations qu'on va prendre, c'est-à-dire c'est là où on va développer Vegan Pratique, c'est là où on va développer Vego Resto, chose qui n'existe pas à l'époque dans le paysage et qui, en tout cas, Vegan Pratique a eu le rôle d'accompagner, enfin de proposer en tout cas des outils d'accompagnement avec le Veggie Challenge, avec les recettes qui sont proposées et tout ça. Peut-être qu'aujourd'hui, s'il fallait créer un site, enfin, si on pensait accompagnement végétal, on se dirait, c'est peut-être pas la peine, parce qu'aujourd'hui, il y a l'Observatoire de l'alimentation végétale qui apporte tout un tas de choses. Il y a le site VGClick, il y a VG Cantine qui est développé par l'Association végétarienne de France. Donc, il y a d'autres choses qui se sont développées depuis. Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on veut lancer une initiative, ou même quand on a une revendication politique, ou qu'on va vers une entreprise, on se pose la question, est-ce qu'il y a déjà d'autres acteurs qui sont sur le sujet avant de s'engouffrer et de voir quelle serait la plus-value de L214 par rapport à ça, ou est-ce qu'on peut les aider d'une façon ou d'une autre voilà quoi. Donc c'est vraiment super important. Et aussi, on considère que le partage d'expérience, c'est un des axes majeurs qu'on peut avoir, c'est-à-dire pour d'autres organisations, essayer d'être disponible pour partager le parcours par lequel on est passé pour pouvoir leur éviter un certain nombre d'écueils qu'on s'est pris ou pas, mais en tout cas leur dire, nous, les difficultés qu'on a rencontrées ou justement les raccourcis qu'on a trouvés après ou des choses comme ça, quoi. Ouais, puis je reviens un peu sur ce que tu disais au départ, et en effet, je pense que c'est ACE, à ces critères qu'on peut discuter et qui ont leurs limites aussi. Mm. Et, c'est vrai que parfois, quelque chose qu'on reproche à l'étude efficace, qui est partiellement vrai, je pense, c'est de trop se concentrer sur les résultats quantifiables, Mm. parce que forcément, c'est plus simple à évaluer. Et, sauf que parfois, du coup, on peut ne pas voir soit des synergies qui existent entre actions. Et un truc que j'aime bien à 14, c'est cet aspect vraiment de. Enfin, on sent que tout est pensé pour aller un peu ensemble, quoi. Qu'il y a. C'est mon impression, et peut-être que je me trompe, mais que il y a un chemin qui est plus ou moins dessiné, et que si on enlève une partie de ce chemin-là, les autres vont perdre en efficacité. Même Mm. si au final, peut-être que sur ce chemin, il y a une étape qui est vraiment la plus pertinente, elle bénéficie quand même des autres étapes. Je sais pas si c'est clair ce que je veux dire. Non, non, mais c'est clair. Et nous, on le voit bien, ça se nourrit les uns les autres. Je pense Ouais. qu'on n'aurait pas autant d'entreprises qui s'engagent à bannir les pires pratiques si par ailleurs, Il n'y avait pas quand on sort une enquête, Ouais. il n'y avait pas les enquêtes sur des sujets où on ne va pas forcément avoir une campagne dédiée sur le sujet. Enfin, elle participe du fait de faire émerger les sujets et de rendre la question animale visible. Donc oui, oui. Et il y a encore plein d'autres choses qu'on ne voit pas sur
je dirais, l'influence que ça a. Peut-être il y a des travaux de recherche qui ont démarré, des choses comme ça. Enfin, en fait, je dis peut-être, mais j'en suis sûre, il y a des choses qui ont démarré parce que la question animale, elle a émergé et qui aurait jamais émergé par ailleurs. Enfin, vraiment. Ouais, non, c'est clair. Du coup, j'ai une question très bête qui m'est en tête maintenant. Vous avez observé, enfin, fait des vidéos de combien d'abattoirs depuis le début? Et en gros, ça correspond à quel pourcentage du nombre d'abattoirs total? Alors déjà, la question est pas bête, hein, pardon, mais voilà, je m'inscris en faux, chers collègues. Et combien? Eh ben, c'est une très bonne question et je crois que on n'a toujours pas compté, alors qu'effectivement, c'est une question qui nous revient de temps en temps. Mais je pense que c'est très peu. Finalement, si on est à 15-20 abattoirs, ça doit bien être le maximum d'images qu'on a pu montrer sur 1000 qui existent. Ouais. Donc on voit que c'est rikiki. Et du coup, enfin, une critique qu'on entend parfois, c'est que les abattoirs que vous filmez ne sont pas représentatifs, qui est la critique très facile. Comment du coup vous faites pour, enfin, en gros, est-ce que vous ignorez ou est-ce que quand vous faites des choix d'abattoirs, vous dites, ok, celui-là vraiment, si celui-là on dit que c'est pas représentatif, c'est que vraiment c'est la mauvaise foi, quoi. Et je me souviens un truc qu'avait fait, je sais plus quelle station où c'était une pub d'éleveur qui disait, bah écoutez, venez chez nous voir qu'on a les animaux. Et du coup, il y a des militants animalistes qui étaient allés voir les éleveurs de ces éleveurs-là qui, du coup, a priori, vantaient leur transparence et leurs bonnes conditions et qui ont vu que c'était aussi horrible qu'ailleurs. Et j'ai trouvé ça très malin, en fait, de finalement prendre ce qui était censé être la figure de proue le plus noble chez les éleveurs pour montrer que non, même ça, c'est pas bien. Mm. Et ouais, comment faites-vous pour choisir enfin, en gros, quand vous faites des vidéos, est-ce que c'est parce qu'il y a une opportunité à un moment donné de filmer cet abattoir ou est-ce qu'il y a une réflexion en amont de se dire, bah là, c'est un abattoir énorme d'une grosse marque, donc on va choisir celui-là. Ouais. Comment ça se passe? Eh ben, je répondrai les deux, mon capitaine. Ouais. C'est-à-dire que ça va être à l'opportunité aussi, parce que voilà, on a la possibilité d'avoir des images, tout simplement. Et du coup, bah oui, entre guillemets, ça se refuse pas. Ou alors, on a eu des signalements. Effectivement, là, bah voilà, ça a été le cas, par exemple, pour l'abattoir de Puiseaux. Ouais. Et là, Thomas s'est fait embaucher sciemment en sachant qu'il allait effectivement voir un certain nombre d'infractions à la réglementation. C'était assez clair Mm. de ce côté-là. Après, bah, les abattoirs, oui, enfin, quel que soit ce qu'on filme, parce qu'on a filmé finalement du plus petit, c'était l'abattoir du Vigan, à des plus grands, du coup, l'abattoir de Cuiseaux, c'est un des plus grands, il y avait Limoges aussi, etc. Bah, qui sortent les images eux-mêmes. Enfin, je veux dire, si c'est pas représentatif, bah, envoyez des images de quelque chose de représentatif. Ouais. On les attend toujours, les images des abattoirs qui sortent et qui disent, bah non, alors nous, c'est pas du tout comme ça qu'on fait. Regardez, nous, on fait comme ça. Bah non, jamais ils le font, ça. Ouais. Ouais, t'avais dit la même chose à une conférence qu'on avait organisée avec les carottes il y a 2, 3 ans. Et j'ai trouvé ça vraiment extrêmement pertinent, en fait, de dire, bah, juste fournissez les contre-images, quoi. Enfin, Bah, personne ne les empêche de les publier. ouais, c'est ça. Et je trouve on leur dit pas assez, en fait, ça aux gens qui disent, non, non, mais regardez, c'est pas représentatif. Leur dire, ok, bah, donnez-nous l'image d'un abattoir. Bah oui, c'est ça. Bah, montrez-nous comment ça se fait de façon Noble. respectueuse, dans le bien-être animal, le fait de mettre à mort un animal qui n'a pas du tout envie de mourir, comment ça se passe, quoi. Mais tu vois, je pensais que vous aviez filmé beaucoup plus d'abattoirs. Dans ma tête, j'avais plutôt 25, 30, mais en fait, je pense que je confonds avec d'autres assos dont je mets le travail sur le compte de l'114 alors que c'est pas vous, peut-être. Bah, en France, je pense qu'on est les seuls à Ah ouais. avoir montré des vidéos d'abattoirs, si je ne me trompe pas. Il y a eu d'autres assos qui ont montré des images d'élevage, Oui. mais pas forcément d'abattoirs. Et abattoirs, bah, on a montré alors le tout premier en Auvergne, un deuxième en Auvergne. On a fait Charal, du coup, à Metz. Ensuite, on a montré les lapins, abattoir de lapins. On a eu un abattoir de poules pondeuses aussi dans l'est de la France. Et après, on est tombé sur la série, j'ai envie de dire, de 2015 à l'Est, le Vigan, Moléon-Lichard,
Limoges, Pézenas, Mercantour. J'en suis à combien? 11. Ouais, c'est déjà pas mal. Oudan, Bois-Chaud, Cuiseaux, l'abattoir du Jura, Nature Viande. Qui est-ce qu'on a montré d'autre après? Briec. Ouais, je pense qu'on est à une vingtaine peut-être d'images d'abattoirs qu'on a pu montrer. Après, on a eu d'autres signalements où on n'a pas pu montrer parce qu'on n'avait pas les images. Mais voilà, enfin, c'est vraiment. Moi, j'ai envie de dire, à chaque fois, on a montré une toute petite partie, le fonctionnement d'abattoirs sur un tout petit laps de temps. Donc, les abattoirs, bah, c'est Mm. quasiment 365 jours par an. Enfin, vraiment, ça tourne toute l'année. Et puis, c'est 1000 abattoirs en France, quoi. Nous, on en montre vraiment une poignée. Donc, c'est juste un petit. Et comme par hasard, bah, souvent, il se passe des trucs qui ne se passent pas d'habitude. Enfin, juste complètement dingue. Cette toute petite fenêtre qu'on a sur le fonctionnement d'un abattoir, comme par malchance, ça tombe sur l'événement exceptionnel. Ça n'a pas de chance. Non, habituellement, je pense qu'ils ne tuent pas les animaux en réalité. Mm, mm, Et mm. nous, pif, le jour où on tombe, ça tombe mal. Bon. Et les élevages, euh, là, vous avez aussi pas mal d'images d'élevage. Vous en avez combien à peu près? Enfin, en de grandeur, ne t'embête pas. Bah, ordre de grandeur, ce qu'on voit à peu près, c'est qu'on sort une dizaine d'enquêtes par an. Ouais. 10 à 12 enquêtes par an. Enfin, je veux dire, on les sort avec communiqué de presse et tout le. Après, on a aussi des capsules qui passent sur les réseaux sociaux Mm. où on n'a pas forcément sorti l'enquête de façon à essayer d'alerter les médias aussi. Mais je dirais qu'on est à peu près une dizaine par an, donc on est entre 100 et 150 enquêtes filmées, donc une bonne centaine en élevage, mais aussi un petit peu du transport. Mm. On a eu une Et- pisciculture, enfin voilà. ouais, j'allais dire, est-ce que le fait qu'il n'y ait pas plus d'images d'aquaculture, de pisciculture, c'est parce que c'est difficile à avoir? Euh, c'est parce que juste, c'est pas trop votre angle d'attaque, les poissons, parce que les gens se sentent moins euh, proches des poissons? Alors déjà, oui, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué aussi de se rendre compte quand on voit bah, la densité des poissons et tout Mm. ça. Quand on a montré les images d'Aqualand, enfin, c'était. Je pense que pour les gens, c'est vraiment compliqué de se rendre compte parce que bah, ils vivent dans un milieu complètement différent du nôtre. On n'a aucun échange quelque part avec les poissons, même quand on habite avec un poisson enfermé dans un aquarium. Ouais. Je pense que enfin, c'est pas pareil qu'avec un chat ou un chien qui est vraiment dans l'interaction avec nous. Donc, il y a vraiment un éloignement qui entrave notre empathie vis-à-vis de ces animaux. Euh, Effectivement, néanmoins, ça nous semble vraiment important de montrer les images des poissons. Et souvent, on diffuse, notamment sur les réseaux sociaux, quand il y a d'autres associations qui font des enquêtes sur la question des poissons. Je me rappelle d'images absolument énormes faites à l'époque. Je crois que c'était Igualdan qui les avait sortis de pêche au thon. Mais c'était, enfin, même sans avoir d'empathie pour les poissons, juste c'est un véritable carnage. Mm. Voilà, mais comme on le voit aussi sur les îles Féroé, alors c'est un peu différent avec les globicéphales, parce que là, il y a tout un imaginaire qui a été travaillé avec les dauphins et tout ça, où il y a une empathie justement qui existe avec les dauphins qu'on n'a absolument pas, enfin si on parle des sardines ou des thons, euh, c'est une grande indifférence malheureusement pour ces animaux-là. Donc effectivement, il y a de notre côté une question d'opportunité qui est beaucoup plus compliqué. C'est aussi un domaine qu'on connaît moins bien, hein. Enfin, nous aussi, même en tant que militants animalistes, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Et souvent, on dit, bah oui, vous vous occupez de l'élevage, vous pourriez prendre la chasse, tout ça. Mais même au niveau des conditions d'élevage et tout ça, il y a plein de choses qu'on n'a pas encore explorées, je pense, au niveau des conditions d'élevage. On découvre à chaque enquête et tout ça. Donc, c'est un domaine hyper vaste. Et quelque part, bah, pour les poissons, ça va être pareil. C'est-à-dire qu'on a l'impression que, des fois, on peut avoir l'impression que d'un côté, on a les vaches, les poules, euh, les lapins, et puis les poissons. Et en fait, en réalité, c'est pas et les poissons,
Mais c'est les truites arc-en-ciel, et les thons, et les homards, Enfin, là aussi, on a beaucoup de façons différentes d'aller massacrer ces animaux, enfin, de les élever, de les tuer, ou simplement d'aller les pêcher, de les tuer. Enfin, c'est vraiment un domaine extrêmement, extrêmement vaste. Et puis, effectivement, embarquer sur un bateau de pêche, c'est pas la même chose du tout. C'est pas du tout évident, quoi. C'est clair, je pense qu'on a plein d'angles morts sur des pratiques qu'on ne voit pas ou qu'on ne connaît pas, ou même Mm. un article qui m'avait assez fait réfléchir, c'était sur un post de forum du Effective Altruism Forum, où quelqu'un parlait de l'élevage des rongeurs pour les serpents domestiques. Comme ça paraît très de niche, mais en fait, il calculait qu'il avait fait une estimation du nombre de serpents domestiques, du nombre de souris qu'il mangeait en moyenne. Donc, pour les gros, bah, ça va être deux par jour, pour les petits, ça va être une tous les 2 jours, ou voilà, un truc comme ça. Et il y avait une estimation qui était de l'ordre de 500 millions à 2 milliards de rongeurs par année, juste pour les serpents domestiques. Ce qui paraît énorme, mais en même temps, c'est vrai que les rongeurs, c'est tout petit, et bah, c'est pas si tant que ça. Et c'est comme ça, c'est un sujet qu'on voit jamais aborder. Et une fois qu'on en parle, on se dit, ah ouais, effectivement, il y a peut-être un truc à creuser. Et il y a plein des formes d'exploitation Mm. auxquelles on ne pense même pas parce que elles sont cachées, pas du tout révélées, ou juste, voilà, ça nous prend aveugle. Et ouais, je trouve que c'est un truc à avoir en tête parfois, de se dire que malheureusement, je dirais pas qu'on voit que la partie image de l'iceberg, parce que j'ose espérer qu'on voit quand même le principal, mais qu'en tout cas, il y a une bonne partie qu'on ne voit pas malheureusement. Euh, et je serais pas surpris que d'ici 5-10 ans, les images sur le monde d'élevage montrent des pratiques tout à fait nouvelles, ou des animaux tout à fait différents de ceux qu'on voit aujourd'hui. Et peut-être plus d'animaux marins, plus d'animaux, typiquement les souris, etc. Non, mais complètement. Enfin, tu as raison. Mais nous, on en est totalement conscients. C'est-à-dire que L214, on est vraiment une association Ah oui, sectorielle. Mais même au-delà de ça, hein, c'est-à-dire qu'on est une association sectorielle qui s'intéresse à des êtres sensibles, qui sont ceux qui sont élevés pour la consommation alimentaire humaine. Et c'est vraiment un tout petit truc, parce que quelque part, quand justement tu veux faire émerger une société sensibiliste, bah, du coup, tu vois bien qu'aussi au niveau même intra-humain, enfin, juste, il y a des trucs que tu te dis, mais ouais. c'est juste pas possible qu'à notre époque, il y ait des gens bah, qui se noient en pleine mer parce qu'ils sont en train d'essayer de fuir d'un côté, de l'autre, machin. Enfin, juste, enfin, t'es sur le cul, qu'il y ait des gens qui meurent de faim, enfin, qui aient faim, d'autres qui dorment dehors. Enfin, juste, on a une société qui à la fois a une telle opulence et qui a laissé tellement de ses congénères sur le côté. Enfin, les sujets sur lesquels on peut s'intéresser. Donc là, j'ai nommé les plus extrêmes, mais après, bah oui, il y a les phénomènes de discrimination qui sont aussi juste hallucinants. Là, on est sur. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de sujets qui concernent beaucoup de souffrances, en fait. Voilà. Et nous, on est vraiment conscient qu'on est sur un sujet, mais qui est, bah, tu l'as rappelé, un levier puissant sur ce sujet-là, parce que l'alimentation, c'est quand même 99% des animaux qui sont exploités, et d'autres sujets environnementaux, sanitaires, sociaux. Enfin, voilà, mais ça ne reste que un des sujets à adresser à notre société. Un truc qu'on reproche aux animalistes souvent, c'est de dire, ah, vous vous intéressez aux animaux, pas aux humains, ce qui bon, est souvent très faux. Euh, et du coup, est-ce que toi, tu arrives à, malgré ton activité L114, à pouvoir t'engager pour d'autres sujets, ou est-ce que tu préfères ne pas le faire publiquement pour pas que ça déteigne sur ce que tu fais avec le 114? Comment tu dis finalement, je pense finalement que beaucoup d'animalistes te dire en fait je vais en faire autant pour enfin, en gros il y a plein de causes que je vais aider, des causes qui touchent aux humains, d'autres aux animaux. Euh, Comment je fais finalement pour participer à tous? Enfin, je sais pas si ma question est claire, c'est Bah, en fait, je pense qu'il faut être lucide par rapport à soi-même et se dire je ne peux pas tout faire. ouais bien sûr. Voilà, donc déjà, ça c'est un premier constat, on ne peut pas tout faire. Et se poser la question de où sera notre plus-value par rapport à ce qu'on peut faire. Après, bah, moi je fais comme d'autres, hein, c'est-à-dire je fais des dons parce que je n'ai pas du temps à donner, mais par contre,
sur mon salaire, je peux participer à d'autres causes par cet intermédiaire-là, justement en permettant à d'autres de se dégager du temps pour venir en aide sur d'autres causes. Donc, je pense que enfin, c'est ça. Et après, il y a effectivement, comme je suis représentante, porte-parole, une des figures publiques de l'association L214, il y a des engagements associatifs que j'ai arrêtés parce que je pouvais pas, enfin, je continue de cotiser si tu veux, mais je pouvais plus avoir le poste que j'avais dans le CA ou dans d'autres choses parce que du coup, ça pouvait. Enfin, je trouve que c'est pas bon de forcément de mélanger. Enfin, c'est des trucs qui sont assez éloignés et du coup, je trouve que ça faisait pas bon ménage. Enfin, pas que les causes soient Non, bien antinomiques ou sûr, je sais bien pas sûr. quoi, mais c'est juste à un moment justement d'avoir une parole qui peut être super claire sur un sujet sans avoir d'interférence quelque part. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Euh, et ben, ça me fait pouvoir rebondir sur une autre question que je voulais te poser, qui est, toi du coup qui milite pour les animaux depuis longtemps, euh, comment on fait pour rester aussi tenace sur le long terme, ne pas se dire, enfin, ne pas finalement s'écrouler sous l'horreur de tous les trucs qu'on voit et contre lesquels on lutte tout le temps, pas faire de burn-out militant aussi, qui est quelque chose qu'on voit parfois dans le milieu militant, euh, et pour se dire aussi que également pour être une sorte de bon militant entre guillemets, dans le sens où réussir à la fois rester fidèle à ses engagements, sans se laisser non plus totalement submergé, et tout en cherchant peut-être à vouloir en plus maximiser son impact en tant que militant. Enfin, voilà, c'est une équipe qui est pas difficile à trouver. Parce que, si on se surmène, après, on va arrêter et au final, sur le long terme, ça va être pas mieux. Et on se fait du mal à soi-même en plus. Mais en même temps, si on se mettra en retrait, on pourrait faire plus. Et quel équilibre tu as trouvé? Si tu en as trouvé un, et quels conseils tu donnerais aux gens qui aujourd'hui sont des militants pour n'importe quelle cause d'ailleurs, ou des gens qui aimeraient militer pour avoir, on va dire, une pratique militante saine, engagée et la plus épanouissante pour eux et optimale dans le sens de l'impact qu'ils ont sur le monde. Eh ben, c'est une bonne question. Je pense pas que je vais avoir une réponse. Malheureusement, je pense que j'ai pas la réponse. Je pense qu'effectivement, les causes qu'on défend ont besoin de personnes qui sont en bonne santé et avec un bon moral, c'est-à-dire vraiment pouvoir être en capacité d'agir. Euh, mais comment on garde ça? Alors, je pense que moi, j'ai pas mal de chance, c'est-à-dire que j'arrive toujours à voir le verre à moitié plein. Donc, ça aide forcément à tenir sur la durée parce que sur toutes les situations, on peut réussir justement à se dire, bon, là, je suis en train d'apprendre. Alors, des fois, on apprend avec des coups très durs. Effectivement, on peut ouais, vraiment être en difficulté par moment, mais voilà, c'est en combien de temps on est résilient quelque part par rapport au coups qu'on peut prendre. On peut prendre aussi des images dans la figure. En tout cas, en ce qui nous concerne, il y a des images qui sont absolument terribles. Et pour autant, comment on se relève? Le fait est qu'effectivement, on peut continuer d'avancer. Et je pense que, en tout cas de mon côté, de mon point de vue, ce qui me sauve, c'est d'être dans l'action. Et c'est d'être dans les solutions, quoi. Enfin, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à chercher dans une action où on arrive, en tout cas, à percevoir, à sentir la valeur de ce qu'on fait. Et ça, c'est pas forcément facile. Et je pense vraiment aussi qu'il y a une question de configuration, d'état d'esprit et tout ça, quoi. Enfin, je pense qu'il faut travailler son mental, effectivement. Je suis très d'accord aussi. Et je, je te rejoins totalement sur ce que tu viens de dire. Bon, je te laisse sortir ta boule de cristal et regarder dedans. En quelle année ferme le dernier abattoir en France? Ouais, non, il y en a plusieurs. En quelle année ferme le dernier élevage intensif? Ensuite, en quelle année ferme le dernier abattoir? Et on reste en France. Oh là là, c'est vraiment des cols.
Ouais, moi, j'ai vraiment pas de boule de cristal parce que je suis incapable de le dire. Parce que si on m'avait posé la question au début de L214, où est-ce qu'on en sera dans 10 ans, j'aurais pas été capable de dire où on en serait. Et je trouve que j'aurais sous-évalué euh, la prise de conscience, les quelques avancées qu'on a. Je pense qu'on on n'était pas super optimiste sur les avancées qu'on pouvait obtenir. Donc, voilà, des fois, quand je pense à la question de la fermeture des abattoirs, je me dis, c'est pas pour cette génération-là, c'est dans une, deux générations, trois générations. Euh, et en même temps, je me dis quand même, à partir du moment où la prise de conscience sera plus massive, ça pourrait aller très très vite. Je pense qu'on est capable d'aller très rapidement. L'installation des élevages intensifs, ça a été hyper rapide, finalement. Quand ils ont décidé qu'il y aurait des élevages intensifs en France, bah, en une dizaine d'années, c'était fait, quoi. Donc, de la même façon, le jour où on se dit c'est terminé, on arrête l'élevage intensif, je pense que le top moins 10 ans, il est parti, quoi. Et je pense que ce top départ, bah, il est peut-être pas si loin. Voilà. Donc, nous, en tout cas, pour les élections de 2022, c'est une des propositions qu'on va pousser, la fin de l'élevage intensif, qui nous paraît aujourd'hui raisonnable de demander Et et raisonnable d'obtenir. franchement, 2 ans qui soutiennent la fin des jeux intensifs, on a des chiffres énormes de 80 et quelques pourcents de gens qui sont contre. Enfin, Complètement. c'est énorme, ça paraît. Il y a peu de mesures qui sont aussi. Exactement. Ouais, Ouais, parce que même quand on demande sur l'interdiction, par exemple, des animaux sauvages dans les cirques, le pourcentage est même moins fort que ça. ouais, c'est ça. Mais vraiment, c'est la mesure la plus portée, enfin, une des mesures les plus portées. Effectivement, on est entre 8 et 9 sur 10 qui se prononcent sur la fin des élevages intensifs, définis comme des élevages qui ne laissent pas accès au plein air aux animaux. Hmm. Donc, sur la question de l'élevage intensif, je pense qu'on peut le voir. Sur les élevages de poules pondeuses, par exemple, 2025, ça semble raisonnable de penser que ce sera terminé. Pour les autres animaux, alors déjà, il y a la Commission européenne qui a dit fin des cages 2027. Ça, c'était complètement inattendu que cette Commission européenne, Parlement européen et Commission européenne disent de concert, oui, effectivement, on a entendu, les cages, c'est terminé. Et les cages, c'est pas juste les poules pondeuses, hein, c'est aussi les veaux, c'est les truies, c'est Ouais. enfin, ils ont entendu la définition de cage comme ces carcans dans lesquels les animaux vraiment ils sont privés de façon drastique de comportements juste normaux, quoi. Juste bah, pour une poule étendre ses ailes, pour un cochon pouvoir se retourner, enfin vraiment des trucs de base, quoi. C'est vraiment, on se dit mais comment on est arrivé à ça, quoi. Enfin, ouais, je pense que peut-être la fin de l'élevage intensif d'ici une vingtaine d'années, allez, oh, on pourrait déjà être sur la fin. Après, ça dépend, hein. Enfin là, justement, ça dépend les dirigeants qu'on aura après, mais je pense que l'action citoyenne, elle est importante aussi, et elle pourrait obtenir des choses quand même assez fortes. Et sur la fin des abattoirs, voilà, une fois que l'élevage intensif est arrêté, ça peut suivre d'assez près parce que la fin de l'élevage intensif, ça veut aussi dire qu'on va manger davantage végétal et que du coup, davantage de gens vont se rendre compte que, bah, en fait, c'est tout con. C'est vraiment pas compliqué, c'est très bon, on mange à notre faim, c'est simple, c'est voilà. Et donc du coup, ça pourrait aussi accélérer parce que je pense que un des freins, c'est oh bah oui, c'est un peu compliqué ou je sais pas trop quoi. Enfin voilà quoi. Et donc du coup, une fois que c'est parti, je pense que ça peut faire un toboggan. Et puis on peut y arriver très rapidement. J'espère. Mm, On croise les doigts. mm, mm. Je sors un peu du sujet animaliste pour te poser une question que je pose à tous mes, tous mes gens que j'interviewe. Euh, Est-ce qu'il y a un sujet relativement important sur lequel tu as changé d'avis récemment? Alors personnellement, j'ai plutôt, enfin, je change pas d'avis facilement. Voilà. Après, bah, je pense qu'au quotidien, il y a plein de choses sur lesquelles je change d'avis en fait.
Euh, En fait, le sujet où j'ai changé vraiment d'avis de façon radicale, c'est vraiment sur la question animale. Et du coup, c'est 1993, où vraiment, enfin, je suis quelqu'un qui est, euh, comment on dit, pantouflard. Euh, je suis très paresseuse de nature, je pense. Et surtout quand il s'agit de changer mes habitudes. Enfin, vraiment, c'est une difficulté pour moi. Et le fait de tout à coup dire je ne vais plus manger ni viande ni poisson, je comprends pas comment j'ai pu changer d'avis, mais en tout cas, le fait est que j'ai changé d'avis. Et plus récemment, je sais pas, je pense que j'ai plein d'exemples, mais il y en a aucun qui va me venir à l'esprit, preuve que je dois encore avoir une tête de bois. C'est pas ce que je dis. Bah, c'est ce que je pense moi. Du coup, je reviens au mouvement animaliste très rapidement. Je pense que tu as déjà un peu répondu à ça, mais comment toi tu aimerais voir évoluer le mouvement animaliste en France par rapport à ce qu'il est actuellement? Et qu'est-ce qui manquerait potentiellement, selon toi, aujourd'hui, dans le mouvement animaliste, euh, que tu aimerais voir apparaître? Enfin, ça peut être, je sais pas, une association en particulier, ou juste un mouvement dans la société civile en particulier, ou une implémentation dans certains milieux, par exemple politiques. Enfin, ça peut être plein de choses. C'est vraiment la question peut être entendue très largement. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses, hein. On est loin d'avoir exploré toutes les possibilités. Je pense aujourd'hui, on n'a pas, par exemple, de plan tracé, de prospective sur l'abolition. Voilà, comment on arrive à l'abolition, c'est quoi les conséquences économiques, d'organisation sociale, environnementale du fait d'abolir l'élevage, l'abattage, la pêche. Comment ça se passe? Quelles sont les conséquences de cette orientation et comment on y arrive? C'est quoi les points d'étape qu'on pourrait se donner pour se dire, ah bah oui, on est sur le bon chemin. Je trouve qu'il nous manque cette étude prospective très concrète, un peu comme Negawatt l'a fait sur la sortie du Ouais. nucléaire. Voilà, un truc comme ça, sur l'accompagnement des éleveurs, sur la transition, voilà, comment ça se passe, comment on peut accompagner aujourd'hui des gens qui vivent de l'exploitation animale. Alors, aujourd'hui, des élevages intensifs, peut-être plus largement demain, comment on amène le changement, comment on aide à la transition très concrètement. Là, aujourd'hui, je pense qu'il y a très, très peu d'organisations qui font ça, et en particulier pas par rapport à l'élevage intensif. Voilà. Il y a la question de la démocratisation de l'alimentation végétale. Je pense qu'en France, aujourd'hui, on est quand même à la ramasse. Et du coup, il y a vraiment un coup d'accélérateur à donner, et notamment développer les liens avec tout un tas d'autres organisations, en fait. Comme on le dit, hein, c'est un levier formidable, en fait, cette question de la consommation de produits d'origine animale, production, consommation de produits d'origine animale, vis-à-vis de l'éthique, de notre morale commune, etc. Donc vraiment, qui on est en tant qu'être humain, sur les questions environnementales, sur les questions sanitaires, sur les questions sociales, sur les questions de partage des ressources. Et je trouve que en tant que mouvement animaliste, on a du mal à faire des ponts avec les autres mouvements sociaux, environnementaux, avec les experts en économie, en sciences, les chercheurs et tout ça, et qu'on a exploré beaucoup de pistes aussi de ce côté-là, où on a des objectifs qui peuvent être communs, alors qui vont peut-être pas être communs jusqu'au bout, mais qui peuvent être communs, et travailler en bonne intelligence avec les autres pour avancer dans une direction qui nous amène plus, plus sûrement, en tout cas, sur la question d'abolition. Des fois, il y a des gens qui disent oui, mais si on améliore les conditions d'élevage des animaux, la question d'abolition va disparaître, ou je sais pas quoi, on n'y arrivera jamais. Alors, je souligne, avec mon petit chouchou Pythagore, que lui, à son époque, il n'y avait pas d'élevage intensif, et que pour autant, il posait la question de la légitimité de continuer à faire tuer des animaux pour les manger. Donc, c'est pas parce que on aura des conditions moins, euh,
dégueu que la question de la légitimité de continuer de faire les animaux ne pourra pas se poser. Et au contraire, j'ai l'impression qu'elle pourra se poser beaucoup plus facilement parce qu'on aura retiré un certain nombre de freins, que les pratiques alimentaires auront changé et du coup la transition paraîtra pas si terrible qu'aujourd'hui avec une espèce de grande marche entre je mange de la viande et du poisson tous les jours et puis j'en mange que de temps en temps, voilà quoi. J'ai un peu une réflexion par rapport à la viande cultivée. Parfois, les gens disent la viande cultivée, en fait, ça va légitimer la consommation de viande et donc, in fine, ça peut être négatif pour les animaux. En fait, moi, j'ai l'impression, c'est au contraire de dire, en fait, quand les gens n'auront plus à manger d'animaux directement au quotidien, la dissonance cognitive va un peu s'atténuer. Et en fait, je serais même pas surpris que la viande cultivée, ce soit un truc qui existe que pendant 30 ans, puis après on se dise, ouais, pourquoi on se fait chier quand même mangeons des lentilles, c'est plus simple. Et qu'en fait, ça sert juste un peu finalement de transition où euh, une génération ou deux a fait cette fin à la dissonance cognitive, qui du coup n'a plus envie de produits animaux pour une raison ou une autre, et que ça disparaisse. Enfin, je dis pas que ça va arriver, hein, juste que je serais pas surpris en fait que ça puisse arriver, que ce soit juste quelque chose de temporaire, à compter que ça existe un jour, parce qu'après justement on n'aura plus cette dissonance. Et Mm. je me faisais penser à ça, ce que tu disais par rapport à est-ce que du coup en améliorant maintenant les conditions des animaux, c'est pas s'empêcher plus tard de. Ouais, mais complètement. Enfin, je pense que quelque part, hum, aujourd'hui, avec nos images, on déclenche la dissonance cognitive, c'est-à-dire les gens sont obligés de faire des efforts pour essayer de se trouver des excuses pour continuer les pratiques qu'on a, mais on le fait sociétalement, hein, enfin, Ouais. voilà. Et que demain, il y aura peut-être plus besoin, effectivement. Le saut sera bien moins grand. Et ce que tu dis sur la viande cultivée, c'est vrai aussi. Et moi, j'avais aussi cette réserve par rapport à la viande cultivée en me disant, mais du coup, on va continuer de manger de la viande et du coup, continuer de penser que la viande est un élément constituant de notre régime alimentaire et pas réussir à s'en détacher. Mais comme il n'y aura plus le fait de tuer les animaux, effectivement, peut-être ça peut être aussi une clé. Bon, voilà, en direct, je peux changer d'avis. Je suis peut-être pas si tête de bois que ça, finalement. Mais en tout cas, c'est un argument auquel j'avais pas pensé. Moi, je le vois comme ça, ouais, comme en fait, une fois que les gens n'ont plus, en fait, une fois que les gens sont devenus autonomes, on va dire, par rapport au fait de tuer les animaux, enfin, c'est-à-dire qu'en gros que leur consommation n'est plus responsable à la mort d'animaux, je pense qu'on est beaucoup plus serein pour penser à ces questions-là. Et je pense notamment à tous les gens qui sont devenus d'abord végétariens pour des raisons environnementales. Et en fait, une fois qu'ils mangeaient plus d'animaux, c'était beaucoup plus simple pour eux de saisir, voire même après finalement que de s'investir dans les enjeux éthiques et que ça devienne même parfois l'enjeu principal. Parce qu'il y avait plus ce besoin de se justifier. Mm. Et c'est un peu comme ça que je le vois, peut-être que je me trompe totalement. Et la viande cultivée, je le vois un peu comme ça aussi. C'est peut-être que du coup, comme les gens n'ont plus à justifier leurs actions, ouais, ils diront comme c'était bizarre dans les animaux. Ouais. Enfin, voilà, la dissonance cognitive, soit on la résout finalement par des arguments, soit on l'a déjà résolue par nos pratiques qui, du coup, sont plus. Voilà, et nous permettent de remettre en question un certain nombre de choses. Donc, ouais, complètement, complètement d'accord. Et d'ailleurs, bon, au moment où je parle de moi, mais au départ, je suis devenu végétarien seulement pour des raisons environnementales. J'étais pas du tout, mais pas du tout sensible aux arguments éthiques. Mm. Pour une raison qui me paraît très bizarre avec du recul, hein. C'est toujours comme ça. Euh, et en fait, quand je suis devenu vegan, c'était suite à des lectures notamment de Libération animale de Peter Singer que j'avais trouvé le premier chapitre très percutant. Et maintenant, en fait, je pense que même si je sais pas, consommer de l'avion était meilleur pour l'environnement, je trouvais ça tellement absurde d'en consommer et je Mm. suis, mon argument principal maintenant, c'est en tout cas celui qui me motive le plus, c'est vraiment l'argument éthique d'un peu environnemental. Et je crois vraiment que le fait de plus manger de viande, ça a beaucoup, beaucoup aidé à pouvoir dire des arguments qu'on a pu me poser avant et que je me suis intéressé après et me dire, OK, c'est ça en fait. Je sais pas si c'est clair ce que je veux dire, désolé. Non, non, mais c'est très très clair. Enfin, je trouve que c'est très très clair. C'est-à-dire que
effectivement, à partir du moment où on a changé de pratique, quelle que soit la raison, Ouais, à partir du moment où on ne mange plus les animaux, alors c'est hyper facile ensuite d'avoir ce décalage de point de vue, ce décentrage finalement, et qui nous permet de regarder de façon, alors pour le coup, moi j'ai l'impression, de façon honnête et sincère, ouais. notre rapport aux animaux et de voir l'absurdité de les manger, l'absurdité de tout le système là qui repose sur le fait d'élever, de tuer des animaux, enfin voilà, vraiment. Et, mais j'ai l'impression que c'est vraiment à un moment une espèce d'étincelle, de déclic. Et il y a un avant et un après qui fait qu'on ne voit plus du tout la situation de la même façon. C'est absolument, enfin moi c'est le seul sujet sur lequel ça m'a fait vraiment ce, ce vraiment un changement de perception profond par rapport à vraiment un avant et un après, avec un regard totalement différent, mais du jour au lendemain, enfin pour nous, de la minute à l'autre en fait. Enfin, ça a été complètement hallucinant. Enfin, c'est vraiment le seul sujet sur lequel ça m'a fait ce truc-là, quoi. Enfin, Hmm. absolument. On dit parfois que enfin, les gens, nos détracteurs disent que les végétariens et véganes sont souvent biaisés du fait qu'ils ne mangent pas d'animaux. En fait, on pourrait rétorquer que c'est plutôt l'inverse. Enfin, nous, on n'a pas besoin de justifier une consommation Mm, qui est mise en cause. On est vraiment en dehors de ça et on peut penser plus librement, je trouve. Et mm, je, ouais, je trouve que cette critique est un peu étonnante, mm, justement parce qu'on ne dépend pas de système. Du coup, on a rien à défendre, en fait. Donc, je veux dire, mm. on défend pas les grandes industries de viande végétale, on défend pas des trucs en particulier, c'est juste on, on boycotte. C'est bizarre du coup, je pourrais dire qu'on est biaisé là-dessus. Hein. Ouais, ouais, mais enfin voilà. Mais je me rappelle, j'ai eu cette conversation avec des journalistes justement à un moment qui disaient bah voilà, si vous étiez une entreprise qui une ONG qui lutte contre l'usage de la bagnole, bah, on vous accuserait d'être commanditaire de l'industrie du vélo, quoi. Ouais, Enfin, oui, effectivement, enfin, on peut toujours trouver des trucs comme ça, quoi. Mm. bah, Comme justifier, enfin, essayer de trouver un argument, enfin, comme s'il y avait toujours une question d'intéressement. ouais. Euh, Ça paraît complètement hallucinant d'être désintéressé, en fait. D'où je pense l'engouement pour la théorie de Juno. Bien sûr, bien C'est un sûr. peu là. Mais ouais, complètement. Ouais, C'est de ouais. dire que non, on défend vraiment quelque chose en fait. Mm. Bon, je vais te poser mon ultime question, Mhm. qui est ma question de clôture habituelle. Est-ce que tu pourrais conseiller aux gens qui nous écoutent trois ressources? Donc, j'entends ressources sont vraiment larges, ça peut être un podcast, un livre, un jeu vidéo, que sais-je. Trois ressources sur des sujets de ton choix que tu aimerais conseiller aux gens qui nous écoutent. Eh bien, étant dans le sujet, il n'est pas très original. Moi, ça va être 3 livres, parce que tu as eu la gentillesse de me poser la question en amont et j'aurais été très, très compliqué de répondre sur place. Bien En sûr, tout du coup. cas, du coup, j'ai la théorie du tube de dentifrice, Ouais, qui me semble assez importante, donc écrite par Peter Singer sur le récit, enfin, un peu coécrit avec Henri Spira. Euh, j'ai Les cerveaux de la ferme de Sébastien Moreau et Laïla Benabid, que je trouve, enfin moi je me suis régalée à le lire, avec un peu de recul en me disant, dedans il relate quand même des expériences qui sont un peu intrusives pour les animaux, et je trouve que, voilà, mais quelque part il se réfère à des trucs qui ont déjà eu lieu, et autant essayer de mettre en avant de façon favorable aux animaux et justement de se rendre compte peut-être d'une autre façon que c'est des êtres doués de sensibilité, mais pas seulement, des êtres qui sont malins, des êtres qui sont sociaux, des êtres qui ont une culture, etc., etc. Enfin, vraiment, j'ai trouvé ça super intéressant. J'ai découvert plein de choses que je ne connaissais pas. Et puis, un dernier, Comment sauver les animaux, une économie de la condition animale de Romain Espinosa,
que je trouve extrêmement inspirant et avec des pistes, en tout cas, pour comprendre enfin, justement le côté de la psychologie sociale. Et je trouve que c'est vraiment important. Pourquoi ça bloque? Voilà, quels sont nos systèmes de pensée, comment on réagit de façon un peu grégaire, Mm. et tous ces trucs-là, quoi. Enfin, je trouve ça vraiment super intéressant. Et justement, le livre va au-delà de l'explication qu'on donne tout le temps, qui est la dissonance cognitive, qui est un peu, on va dire, Mm, l'explication classique chez les véganes. Justement, Romain, il dit non, c'est pas satisfaisant, on le regarde d'ailleurs. mm. Et instant pub, j'ai aussi interviewé Romain. Et d'ailleurs, Romain, ça va être un de mes co-directeurs de thèse dans la thèse que je commence là début décembre. Donc, on le salue s'il nous écoute. Je sais pas Ouais. s'il écoute, mais Ouais. Bah, vraiment, son travail est assez fondamental là-dessus. ouais, Et je trouve important justement de mettre à disposition ces outils pour les personnes justement qui s'investissent dans la question animale, d'être conscients des freins qui existent et peut-être de trouver des solutions pour passer ces obstacles. Donc, totalement. Tu parlais tout à l'heure un peu du manque de recherche qui pouvait exister mm, dans ce plan vers la fin des abattoirs. Et ben, je trouve que les travaux de Romain, justement, fournissent des pistes à intéressant. explorer. Euh, ouais, pour ce, et qui est, enfin, ouais, qui est économiste, du coup, donc qui est vraiment dans la Mm, recherche professionnellement. Donc, ouais, c'est une très bonne ressource. Je recommande les trois aussi. Merci beaucoup, du coup, Brigitte, pour ta disponibilité, tes réponses très intéressantes, toujours. Merci à toi. Euh, et est-ce que peut-être il y a une question que tu aurais aimé que je te pose, que je t'ai pas posée pour aborder un sujet en particulier, euh, ou un dernier mot aux gens qui nous écoutent ou... Juste un message pour que chacune et chacun on garde bien la motivation, l'espoir de voir les choses changer. Je pense avec le recul, si on regarde dans le rétroviseur, et parfois on ne pense pas à regarder dans le rétroviseur, tout ce qui a été accompli jusqu'ici, c'est pas rien et c'est pas fini. Et du coup, il faut absolument continuer à garder cette détermination à faire changer les choses. Et je doute absolument pas qu'on va continuer à faire avancer et que chaque pas qu'on fait nous rapproche de l'abolition. Donc voilà, gardons la niaque. Bah, c'est un super mot de la fin, donc je propose qu'on en reste là. Merci beaucoup. Merci à toi.